bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy c'est génial. On est content. Épisode 50. Épisode 50. Incroyable. 50. On y est les gars. 50e épisode. Donc en générique début nous avions un morceau, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de tube rock comme souvent dans Buffy pour lancer cet épisode. Donc j'ai été pioché dans l'épisode tout simplement avec cet extrait de la bande originale signé Thomas Wanker. Donc je suis Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné donc pour ce nouveau numéro de Clément. Comment ça va Clément ? Salut tout le monde, ça va pas mal. Il y a aussi Riley. Salut. Bonjour. Et on a une invitée, Marie. Comment ça va Marie ? Ça va très bien, contente d'être là. Salut Marie. Salut Marie. Tu es psy, c'est ça ? Oui. Et tu es aussi fan de Buffy. Ah oui. Et ton expérience professionnelle va nous être fort utile aujourd'hui, Ouais. puisqu'on va parler de l'épisode Normal Again, épisode que vous connaissez bien, vous tous les fans qui nous écoutez. Moi c'est mon préféré, j'annonce. Épisode dans lequel Direct. Buffy se retrouve enfermée. Moi je dirais top 3, ouais. Ouais, Ah, carrément. enfermée en clinique psychiatrique. C'est ça, les termes employés sont... Ouais. Mental Institution Très bien. de mémoire. Bonjour au chat aussi. Les gens qui nous suivent en live aujourd'hui. Ah, salut les chats. Bonjour. Cet après-midi. Cool. Bonjour à tous. Ouais, Merci on d'être voit, là. on voit Merci de réagir vos sur le messages. SOS Zombie Rin Momo Big Game, Twan Art, on vous voit tous vos messages. C'est génial. C'est un peu. Ah, voilà. Salut. Comment il s'appelle ? Antoine. Ah, il nous dit que ça sature. Oh là là, je veux pas d'ennui avec la police. C'est Toi, Antoine. dit que ça sature. C'est Antoine qui nous dit que ça sature. Il Je est- vois qu'Antoine Tout est à dans fait. le milieu Il est professionnel également. monteur son, ouais. Ah oula, d'accord. Il sait pas ce qu'il dit. Il aurait dû venir peut-être pour régler. Nous aurait bien aidé peut-être. On nous félicite pour 50 numéros quand même sur le chat. Ah, Merci à tous, ça quand fait même. plaisir. Mais oui. 50 numéros. On a bientôt terminé hein, le podcast. Après, oui, quasiment. Enfin, il en reste Que 90 épisodes, Il en reste quoi. quelques-uns. Le sommaire, de quoi on va parler aujourd'hui, Wiley ? Alors on va faire des gros bisous, une très longue rubrique hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Ouais. C'était en décembre dernier, rappelez-vous. Ensuite ce sera la rubrique actu de Big Game, une actu chargée notamment autour de Joss Whedon. Hein, je sais pas si vous avez entendu parler. Non, absolument pas. Ok, on en reparlera. Puis nous ferons le tour, nous ferons les commentaires audio de l'épisode Normal Again à la dérive en VF. C'est l'épisode 17 de la saison 6. Et nous parlerons du pacte fictionnel, de qu'est-ce que la réalité, de l'amitié, des codes de la série, de Shining, de mise en scène et de montage. Ensuite, ce sera ta rubrique, Marie, la rubrique de l'invité. Donc, on parlera Buffy et psychologie, puis tout ce dont tu as envie de parler. Ensuite, ce sera un nouvel épisode de notre série incroyable, nos séries audio. Ah, Génial. Sur la jeunesse de Tonton Giles, Reaper. L'épisode 4 déjà. C'est fou. Et enfin, ce sera on terminera avec la rubrique des coups de cœur, hein, les 6 thèmes Buffy, tu vas aimer ça, où on parle de séries, de films, de livres, de tout ce qui est en plus ou moins rapport avec Buffy. En somme, ça va être cool. Ouais, 6h30 de À peu live. près. Jusqu'au couvre-feu. Après c'est terminé. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur internet, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on verra si on peut y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur Dailymotion et YouTube. Et pour retrouver tous les liens, il y a notre blog pourquoibuffyc'estgénial.wordpress.com. Vous pouvez même nous retrouver en passant par nos sites partenaires Buffy Angel Show, qui a des petits soucis. Qui en maintenance, on nous disait sur voilà, le en Discord. maintenance, mais bon, c'est toujours nos partenaires, on leur fait un gros bisou. Il y a également bonustracks-podcast.com, le collectif dont on fait partie, et groupe13.fr, des réalisateurs de films assez incroyables. C'est vrai. En toute modestie, c'est En vrai. toute modestie. On va passer à la rubrique des gros bisous, c'est ça hein La meilleure rubrique. C'est Tout à parti fait. pour le jingle. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see your and raise you a yeah. She bathes you. Nothing can defeat the penis. Oui, les gros bisous. Il y a plein de gros bisous. Il y a des gros bisous iTunes, Riley, c'est ça ?
Oui, on a des gros bisous iTunes, des commentaires 5 étoiles, c'est très important, laissez-nous des commentaires 5 étoiles. Donc gros bisous à Eva Mifra, Malida et Alimado qui nous ont mis des super messages très gentils. Mais oui. Merci à vous. On est aussi, tant qu'on est sur les applications, sur Podcast Addict, on reçoit des notes aussi. Des 5 étoiles. Arrête. Ça c'est bien. Podcast Addict ici, donc gros bisous à Dorine, Garvena et Jordi. Merci à vous. J'ai aussi des gros bisous à faire moi à Sarah qui pense à nous quand elle écoute Sam Smith chanter For the Lover That I Lost. Et j'ai aussi un gros bisou à faire à Gabriel qui a réclamé son gros bisou sur YouTube. Alors oui, on peut aussi réclamer des gros bisous. Si je suis pas trop mal luné, je peux éventuellement prendre votre message en compte. Et du coup, gros bisous Gabriel. Gros bisous Gabriel. Gros bisous à Sam pour aussi un adorable mail. Gros bisous. Vanessa aussi un message Facebook tout aussi sympa. Gros bisous. Gros bisous à Céline et Gulliver qui viennent de nous découvrir sur Spotify. On est aussi sur Spotify, bien sûr. Et Annabelle qu'on motive pendant ses runnings. Pardon, j'ai oublié, mais oui, gros bisous à Doc de la chaîne de jeux de rôle La Table de Rencontre qui est fidèle auditeur du podcast. Marie, des gros bisous. Gros bisous Antoine. Gros bisous Antoine. Un gros bisou général pour tout le monde parce que Covid, parce que masque, parce que gel hydroalcoolique. On vous fera des gros bisous en vrai un jour. Quand ce sera autorisé par la loi. Mais que vous aurez votre passeport vaccinal. Et un ultime gros bisou à Kinurids. Kinurids qui est une auditrice et qui a créé, tenez-vous bien, un podcast qui devrait vous plaire. Il est consacré au livre Buffy. Ça s'appelle La Bibliothèque de Sunnydale. Disponible évidemment sur toutes les bonnes applications de podcast. N'hésitez pas à aller jeter une oreille. On parle régulièrement ici des livres de Buffy. Tout à fait. Et Kinurids a l'ambition de tous les traiter. Gros retaf. Et il y a déjà 2 ou 3 numéros en ligne. N'hésitez pas bon courage à toi. Allez écouter ça. Ça me fait penser au Discord, parce que Kinurids est très actif sur notre Discord aussi. Rejoignez-nous pour discuter Buffy de la longueur de journée, matin, midi et soir sur le Discord. Ça fait plaisir. On met le lien dans l'article. Je mettrai évidemment le lien dans l'article. Bien sûr, Surfman. Comme d'habitude. Tout de suite, la rubrique Actu. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Shot. Another one. What's the prophecy? 5 people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Oui, rubrique Actu. Actu, vous le savez, comme toutes les semaines, Big M, notre envoyé spécial de l'Est de la France, nous concocte un résumé de toute l'actu de votre série préférée. Les comédiens, le créateur, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et là, il s'est passé des choses. Il s'est passé pas mal de trucs. Soyez prêts. Prêts à tout entendre. C'est parti pour la rubrique Actu. Hey, bonjour tout le monde, je suis Big M et vous écoutez la rubrique Actu de Pourquoi Buffy c'est génial. Comme il y a un millier de choses à dire, nous commencerons par faire un tour très rapide sur l'actu carrière des comédiens. Que serait cette rubrique sans une petite news sur Alyson Hannigan ? La Belle Rousse est apparue dans l'épisode 16 de la sitcom Earth to Ned et tient le rôle principal dans le film de Disney+, Flora et Ulysse. Toujours sur Disney+, on a pu voir Emma Caulfield dans plusieurs épisodes de la série Marvel WandaVision. Le nouveau film de Robbie Ascott intitulé Unplanned est disponible en DVD. Felicia Day et Tom Lenk ont ensemble lancé un nouveau podcast dans lequel ils discutent des épisodes de la série Bridgerton sur Netflix. Claire Kramer lance elle aussi un nouveau podcast qui s'appelle Fan Addicts. Charisma Carpenter a participé à l'émission de télé-réalité The Bachelorette. Michel Trachtenberg anime et produit prochainement une nouvelle émission sur des affaires criminelles avec le titre Meet, Marry, Murder. Et Sarah Michelle Gellar tiendra un rôle dans le pilote d'une nouvelle production Amazon qui s'intitulera Hot Pink. La série The Nevers a enfin été révélée au public et les 2 premiers épisodes ont déjà été diffusés sur HBO. La dernière fois, nous vous avions dit que Joss Whedon s'est retiré du projet. Cela n'empêche toutefois pas qu'on le retrouve à la production, l'écriture et la réalisation. On retrouve d'ailleurs aussi d'autres noms bien connus à l'écriture, tels que Jen Espenson et Doug Petrie. Et Joss est bien sûr aussi crédité comme le créateur de la série. Et en parlant de Joss Whedon, vous n'êtes sans aucun doute pas passé à côté de la news autour de lui.
En effet, après l'affaire Ray Fisher, c'était au tour de Charisma Carpenter de se prononcer en février, accusant Whedon de comportements très toxiques sur le tournage de Buffy et de Angel. Après s'être exprimé de manière relativement détaillée sur les réseaux sociaux, Carpenter se voit très rapidement appuyé par nombre de ses anciens collègues, comme par exemple James Marsters, Eliza Dushku, Sarah Michelle Gellar, ou encore Sophia Crawford et Jeff Pruitt. L'un de ceux qui ne se sont pas prononcés sur le sujet dans l'immédiat est Nicholas Brendon. Et pour cause! À ce moment-là, l'interprète d'Alexander Harris était alors hospitalisé pour une paralysie du pénis. David Boreanaz, en revanche, ne souffrait clairement pas de ça, comme nous avons pu le voir de nos propres yeux. L'acteur a accidentellement posté une vidéo de lui sur Twitter, dans lequel on peut le contempler en train d'exercer un acte masturbatoire. Il s'est très vite rendu compte de son erreur et a supprimé la vidéo, mais elle a tout de même eu largement le temps de faire le tour des internets. Panini Comics réédite actuellement la saison 8 de Buffy en français, et le premier tome est disponible depuis mars. Et comme d'habitude, on finit avec un petit point convention. Peu après l'annonce d'un nouveau guest sous les traits de Camden Toy, alias un gentleman, le démon Gnarl ou encore le Turrican, Big Bad Convention a aussi annoncé un nouveau report de l'événement Back to Sunnydale, qui est donc maintenant prévu pour les 5 et 6 mars 2022. Si Claire Kramer, David Greenwald, Troy Blendell et Camden Toy ont bien reconfirmé leur venue, Elizabeth Ann Allen, quant à elle, a hélas annulé. Sur ce, c'est tout pour ce numéro de la rubrique Actu, et je vous dis à très bientôt. Grosse actu, grosse actu. Hein. Merci Big M pour ces actus. On a surtout, beaucoup. Ouais, Xander on pense à lui, et Boreanaz. David Boreanaz qui tweet l'accident. C'était très drôle. On leur fait des gros bisous à eux. Et donc oui. Doucement, ouais. Bon, un peu de loin quand même. C'était des news intéressantes, mais oui, le gros morceau, c'était cette histoire. Carpenter versus Whedon. Donc alors oui, beaucoup de gens se sont exprimés sur les internets sur cette histoire. Nous, on a fait le choix de pas trop s'exprimer et on va vous expliquer pourquoi. Donc en gros, on savait, enfin les gens qui s'intéressent à la série savaient qu'il y avait eu un conflit entre Joss Whedon et Charisma Carpenter sur le plateau d'Angel. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on ne savait pas trop quelle était l'origine de ce conflit. Là, avec les propos de Charisma Carpenter, on apprend que Joss Whedon s'est a priori mal comporté avec elle. Et c'est des guillemets, mal comporté. Il a été vraiment odieux, si ce qu'elle raconte est vrai. Donc ce sont des histoires très très moches, mais qui un petit peu ne nous regardent pas. Elles regardent eux, ces gens-là, et pas nous. C'est pour ça que nous, on s'est pas trop exprimé sur la question. On veut juste préciser qu'on est évidemment contre toute forme de harcèlement, et c'est une excellente chose que les personnes qui se sentent victimes de harcèlement s'expriment. Il faut sacraliser la parole des victimes, mais justement la sacraliser, ça veut pas dire non plus de la surcommenter ou la prendre pour soi. Enfin, ça c'est mon point de vue à moi. Je prends en compte complètement les propos de Charisma Carpenter. Je lui souhaite surtout qu'il a été appuyé par plein d'autres gens aussi. Oui. Et surtout, ce qu'on souhaite, c'est que ce genre de situation ne se reproduise pas. Vous savez comment ça marche, cette histoire de harcèlement, c'est toujours une histoire de pouvoir. À cette époque-là, Joss Whedon avait le pouvoir sur ses comédiennes et ses comédiens, et il se permettait peut-être de mal se comporter. Maintenant, il est un peu dans le creux de la vague au niveau de sa carrière. Et le pouvoir a changé de camp, et c'est une bonne chose, mais voilà, on va pas suranalyser le truc, on va pas le faire passer de génie à salopard. On n'est pas là pour juger. Parce qu'on va parler de fiction, et voilà, narration. C'est avec ça que je voulais conclure. C'est que nous, on est là pour parler de la série. La série, c'est pas Joss Whedon. La série, c'est beaucoup plus que. Il l'a créé, donc on dénigre pas ça, mais la série existera, et en tout cas, notre point de vue sur la série, nous, ne changera jamais. C'est juste ce qu'on voulait dire ici pour commenter cette affaire, finalement sans trop la commenter, parce que comme je le dis, ça nous regarde pas trop. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non, réexplique tout ce que tu viens de dire, j'ai pas compris. Non, mais on en parle, pour le coup, on en parle quand même sur le Discord, et venez discuter. Voilà, il y a des débats, il y a des vrais. Vous pouvez en parler, des témoignages d'auditeurs, d'auditrices qui sont sur le harcèlement et tout, qui sont. À prendre en compte. Ah, mais carrément, c'est un sujet. C'est un sujet passionnant, mais qui, pour le coup, ne nous regarde pas, parce que nous, on commente un épisode. On n'était pas sur le plateau avec Charisma Carpenter et Joss Whedon, on peut pas parler de ça, quoi. Nous, on parle de ce qu'on nous montre et de la série. C'est ce qui compte pour nous. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite passer à l'épisode du jour. C'est parti pour le jingle.
dumb cowboy guy. I am the Dark Lord of Nightmare. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of Class Plus Cordelia, mixing a little rectal surgery, and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. L'épisode du jour, donc, on va vous parler, comme c'est écrit sur le titre de ce podcast que vous écoutez ou de cette vidéo que vous regardez, de Normal Again à la dérive en version française, épisode 17 de la saison 6. Il a été diffusé pour la première fois le 12 mars 2002, épisode écrit par Diego Gutiérrez et réalisé par Rick Rosenthal. Est-ce qu'on a des choses à ajouter sur ces gens, Riley ? Diego Gutiérrez, c'était un assistant de Joss Whedon depuis la saison 2 de Buffy. C'était son assistant. C'était son assistant et donc il a gravi les échelons et il s'est retrouvé à écrire un épisode. C'est d'ailleurs le seul et unique épisode. Oui, parce que c'était son cadeau de départ, je crois. Ah ouais. Excellent. Quelqu'un qui a bossé sur une série pendant longtemps, on lui offre l'écriture d'un épisode. Ouais. Je crois que c'est un truc comme ça. Il a fait des gros boulot et depuis, ensuite il a bossé sur Dawson, The Shield, FBI porté disparu, le remake de V, vous vous rappelez de ce... Ah oui. Ouais. Et la série Une nuit en enfer aussi, qui est compliquée. Et aujourd'hui, il est showrunner de la série Monarca, c'est une série mexicaine sur Netflix. Et voilà, c'était son premier boulot, quoi. Premier épisode, et maintenant c'est un vrai scénariste. Voilà. Et Nick Rosenthal, c'est un réalisateur de 2 épisodes de Buffy, donc Normal Again et Help, en saison 7. Et c'est un réalisateur expérimenté qui réalise des épisodes de série depuis le début des années 80. Notamment Corky, Demain à la Une, The Practice et Smallville. Voilà. C'est un mec confirmé et ça se voit dans l'épisode parce qu'il c'est vraiment en termes de mise en scène super bien. C'est très bien. Super bien. Et puis il a fait quelques longs métrages aussi. Enfin, on sent qu'il y a une patte un peu. C'est un pro, quoi. Un peu plus quali. Il y a parfois des épisodes des réalisateurs un peu moins bons sur Buffy. Là, ils ont assuré. Ça participe à la beauté de cet épisode. Est-ce que vous aviez un petit pitch, Riley ? Ah oui. Alors j'ai préparé un petit pitch. T'as un petit pitch ? Parce que figurez-vous qu'à une époque, Marie, figure-toi, avec Sartman, on était des grands journalistes. On était vraiment des journalistes professionnels. Et on a donc écrit un article dans un magazine qui s'appelle Clap à propos de cet épisode. Ah oui. Tout à fait. Et de The Wish aussi, un autre épisode. Bref. Et du coup, ah oui, The Wish. Je suis bougé le micro. On a écrit un pitch déjà. Le pitch est déjà prêt depuis tant d'années, depuis 5 ans. Il a même été édité dans la presse. Il a été édité dans la presse. Donc je vais le lire tout simplement. Je vais lire notre pitch qui est très, tu vas voir, c'est très journaliste. On écrivait bien à l'époque. Ça a peut-être changé maintenant. Bref. Et si tout était faux ? Et si l'héroïne était en réalité enfermée dans un institut psychiatrique ? Et si les premières saisons, le fruit de son imagination ? En rompant le pacte établi avec le spectateur, la série se met en danger et rejette sa part de fantastique et de fiction pour nous montrer la vraie vie. Une représentation infiniment cynique. Car de ce vrai monde, nous ne verrons qu'un hôpital psychiatrique aux murs gris et rempli de blouses blanches. Un univers dans lequel Buffy n'a plus aucune responsabilité. Sous la tutelle de ses parents, elle ne peut que se consacrer à sa guérison. Un rétablissement radical qui se traduit par l'élimination de ses meilleurs amis imaginaires. Voilà, ça c'est du journalisme. Joli. Hein. Et justement, on parlait beaucoup du pacte fictionnel. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire de mots ? Est-ce que ça va être au centre de cet épisode ? Alors le pacte fictionnel, c'est une sorte d'accord tacite entre l'auteur et son lecteur ou le spectateur. Et le spectateur accepte que le monde fictionnel qui lui est présenté n'est pas le monde réel. Il ne prendra pas la série comme la réalité et pourra donc le comprendre grâce aux éléments donnés volontairement par l'auteur. Voilà. Donc on fait un pacte, quand on est spectateur, on se dit ok, je sais que je regarde une fiction. Un sacro-saint pacte, j'ai envie de dire, presque. Sacro, je sais pas si c'est très sain, mais... mais voilà, gardez ça en... déclencher une relation compliquée avec une série. Quoi. Tout à fait. Gardez ça que cet épisode est génial. Gardez ça en tête parce que on va y revenir beaucoup. Et une dernière chose à ajouter avant de se lancer, il existe déjà des commentaires audio officiels de cet épisode sur vous vous rappelez les DVD, ces vieilles choses là, oui, c'est rond je crois. Ces trucs qu'on utilise, qu'on met dans les arbres là pour effrayer les oiseaux. Et ben il y avait donc sur le DVD, il y avait des commentaires audio enregistrés par justement Diego Gutiérrez et Rick Rosenthal qu'on a présenté juste avant, donc le réalisateur et le scénariste, enfin le scénariste et le réalisateur donc, de l'épisode. Donc des commentaires pas dingues de mon propre avis. Ouais, pareil, j'ai écouté. Parce qu'ils ont pas l'air tous les deux très très à l'aise et ils vont sortir beaucoup de banalités et beaucoup de oh ouais that was fun. Enfin voilà, on n'y apprend pas grand chose, mais voilà les quelques bricoles que moi j'ai trouvé intéressantes, je vous les redonnerai pendant nos propres commentaires audio. Comme ça, vous n'avez même pas à les écouter. Voilà, c'est mon petit cadeau. C'est comme ça. c'est cadeau. C'est cadeau.
C'est le 50e. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts ici pour que je lance l'épisode? On est prêts. Est-ce que sur le chat ils sont prêts? On est complètement prêts. Ouais. Le chat a l'air prêt aussi. Attention. 3, 2, Putain, il va dire top. 1. Top, je lance l'épisode, c'est parti, Top Magnéto. Et on commence avec un Previously, donc un rappel des faits marquants de la saison. Les méchants sont un trio de nerds, Willow n'est plus avec Tara, Buffy en pleine dépression post-résurrection commence tout juste à aller mieux en mettant fin à sa relation malsaine avec Spike, et parce que c'était pas assez déprimant comme ça, Xander qui quitte Anya le jour du mariage. Grosse déprime à ce moment-là de la série. Ensuite, on va, donc j'anticipe un peu, vous savez que c'est une saison un peu particulière, hein. C'est une saison dans laquelle le Big Bad, ce n'est pas un démon venu d'un univers maléfique, mais c'est juste la réalité, le méchant, la réalité. C'est le pire démon, quoi, le pire. Ouais. Et 3 nerds qui en sont le fruit. Et vous voyez, au lieu de commencer, vous allez voir, au lieu de commencer l'épisode comme très souvent, on le commence la nuit dans un cimetière, et bien là on n'est pas du tout dans un cimetière, on est dans un quartier résidentiel, pavillonnaire, parce que Buffy chasse le mal. Où le mal aime accent circonflexe L, dans un bon vieux quartier résidentiel. C'est là que se trouve le mal. Et là on a sur un plan un peu compliqué à la grue, hein, qui part de très très haut, très large, et qui doit finir sur un tout petit bout de feuille, une petite feuille. On sent qu'au niveau de la mise au point c'est un peu galère. Donc ça va très bien. Mais l'idée, c'est un peu la mise au point. L'idée est bien. Mais l'idée est intéressante. Et là, parce que le plan qu'il y a juste après, lui à l'inverse, c'est très 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 simple. Buffy elle est dans la télé et on panote sur Jonathan qui la regarde. Ouais. Qui ne regarde pas la télé. Jonathan refuse le pacte fictionnel. Voilà, parce que Buffy est mise dans la télé pour nous montrer que c'est un personnage de fiction. Buffy, voilà, toute cette thématique de fiction et de réalité va être au centre de l'épisode. Et là, on a vu que Jonathan ne regardait pas. Et ce plan est très simple, de mettre Buffy dans une télé via des caméras de vidéosurveillance. Ouais. Voilà. Ça en dit long sur les intentions de l'épisode, carrément, avec un plan très simple. La première scène nous dévoile la thématique. La thématique, ouais. C'est bien écrit. Donc là, il y a des références à Shining, Jonathan qui cite Jack Plein de Torrance. références à Shining dans l'épisode d'ailleurs. Voilà, ouais, l'épisode va. Shining, livre de Stephen King, on le rappelle, 77. Et excellent film de Kubrick, 1980. Donc là on a Andrew. Alors Andrew, c'est marrant que c'est lui qui a repéré la tueuse dans les écrans, parce que c'est un peu le personnage le plus méta, je trouve, moi, des trois. Rappelez-vous, c'est lui qui sera au centre de The Storyteller, l'épisode, le personnage qui vous raconte l'histoire à l'intérieur, depuis l'intérieur. Donc voilà, c'est intéressant que ce soit lui qui présente le monstre et qui lance le monstre de la semaine, qui va être le renoncement à la fiction. Voilà, ce monstre qui arrive, qui débarque la face à Buffy, c'est un peu ça son super pouvoir. Il va faire douter Buffy de son existence, faire douter de la série même de son existence. Il va faire nous douter, nous, spectateurs. Ça va nous faire douter. Et tout ça à partir d'un didgeridoo finalement, qui fait de la musique pour appeler le démon. Didgeridoo, qu'est-ce que c'est le didgeridoo? C'est un instrument aborigène, c'est ça, il joue du didgeridoo. C'est vrai. Pour appeler le démon. Ce truc là, oui, bon, des fois on peut pas être brillant à chaque épisode. Hein. Non, mais pourquoi pas? Pour le coup, la mise en scène. Ça fait appel à une mythologie aborigène, et tout, c'est un peu original. Ça va bien avec les trois personnages. Oui, exactement. Et là, tout s'enclenche avec cette espèce de pointe qu'elle se prend, Buffy, et hop, raccord, vas-y, ça Et oui, parce que voilà, normalement, une pointe qui pénètre Buffy, on est dans des métaphores phalliques en temps normal. Sauf que là, non, métaphore médicale, c'est la grosse piqûre. Parce qu'on le voit dans ce plan qui a juste après, Buffy se trouve dans un hôpital avec des gens qui n'ont pas l'air très en forme apparemment. Un peu des zombies. Ouais, ils sont pas super en forme. Et voilà, c'était donc, faut le noter, pour une fois qu'un truc contondant n'était pas phallique, il fallait le noter. Sauf si tu le soulignes, comme tu viens de. Mais surtout, on est sur le cul, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Buffy bah oui. est enfermée dans un hôpital. Voilà, on se dit forcément que bon, c'est peut-être un flashback, c'est peut-être un rêve. On n'imagine pas une seconde que c'est notre réalité qui va être mise en doute. Et dans les commentaires audio, Diego Gutiérrez, donc le scénariste, il nous dit que c'est le bon moment de la saison pour un épisode comme ça, parce que c'est un moment de la saison où tous les persos sont au fond du gouffre, et donc Buffy peut être amenée à croire qu'elle est dans une réalité alternative. En fait. Ça y est, tu m'as spoilé la fin, merci.
Et donc, Le plan Whedon, j'aime pas celui-là, mais bon. Et donc voilà, on retour après le générique, hop, retour à la réalité, normale, à la réalité normale. On sait pas comment dire. En gros, Une des réalités. Le démon n'est plus là, Buffy se réveille. Il va y avoir deux réalités entremêlées dans cet épisode. La réalité Sunnydale, on va les appeler comme ça. Ça peut réconforter. Là. Et la réalité. Et la réalité hôpital psy, on va l'appeler. Voilà, il y a ces deux réalités. Et là, dans la réalité Sunnydale, on a Willow. C'est intéressant aussi de voir cette séquence avec ce point de vue des deux réalités et de la fiction, de l'attachement à la fiction ou pas. Willow attend Tara et se retrouve en spectatrice d'un moment qu'elle ne veut pas voir. Parce que ce qu'elle ne veut pas voir, c'est Tara qui discute avec une autre femme. Willow refuse cette histoire et détourne les yeux. Elle fuit cet événement qui n'existe pas si elle n'en est pas témoin en fait. Ça vraiment c'est au cœur de cet épisode. La réalité c'est aussi et surtout quelque chose qu'on accepte de regarder. Et donc si elle ne regarde pas ce qui se passe, eh ben elle ne sait pas, elle se refuse de savoir si cette femme qui a l'air proche de Tara, c'est sa petite amie ou si ça juste suffit pour la amie. démoraliser par contre. Mais ça... Ah bah oui. Oui, parce que ça fait une interprétation quand même. oui, les deux existent, les deux. Elle n'a pas cherché à savoir, donc les deux existent, les deux possibilités existent. Là, il se passe un truc complètement génial au Double Mille Palace. Ça va être chaud cet épisode. Et il y a par la réalisation et par le montage, on voit les deux réalités, Buffy au travail et Buffy à l'hôpital, qui sont entremêlées de manière super intelligente avec ça se superpose en fait, les plans. Les plans sont les mêmes, les personnages placés au même endroit. Le plan sur la patronne est la même valeur, la même focale que le plan sur le médecin. Du coup, c'est très troublant, quoi. C'est aussi troublant pour elle. Enfin, on est dans l'empathie et là, on se dit, il y a un truc qui déconne. Et voilà. Et ces deux réalités nous sont mises sur un pied d'égalité. Ça, c'est ce que va faire aussi l'épisode tout le long. À aucun moment, il va nous dire ça, c'est la bonne réalité, ça, c'est la mauvaise. Tout le long, elles sont mises à égalité. Je vous dis, le même valeur de plan, même focale, pour que, au final, ce soit à nous de choisir la fiction. C'est tellement bien fait que ça arrive à nous faire douter, ou que tu peux te demander, putain, mais pourquoi pas, quoi. Là, on peut citer une petite anecdote de Rick Rosenthal qui dit que c'était son premier épisode de Buffy qu'il réalisait sur Buffy, et Sarah Michelle Gellar lui a fait une petite blague le premier jour. Elle lui a dit non mais toi t'es pas mon chef, tu ne me donnes pas d'ordre, je veux rien savoir de toi. Apparemment tout le monde a trouvé ça chelou. Puis après elle a fait mais non c'est une blague, je déconne et tout. D'accord. Oh là là. Genre quelle blagueuse. Non si c'est très bien. Je trouve que c'est très bien pour mettre à l'aise les gens. Mais voilà, pour lui c'est une bonne histoire. Moi j'ai une bonne anecdote. Quelle histoire. Moi j'ai peut-être une petite remarque sur la scène qui est éclairée avec des couleurs très automnales, comme s'il y avait une espèce de mélancolie, une triste, une fin d'une époque, je sais pas. Regarde, il arrive avec une veste aussi pareille, un peu. Là, ils sont tous pas bien les persos quand même. Pas bien quoi. C'est tellement triste cette scène, je la trouve très triste. Voilà, la façon dont ils se font un câlin là, c'est. Oui, parce que Xander. C'est les trois importants quand même. Trio original. Et qui les trois qui ont une vie romantique dégueulasse en ce moment. Donc Xander qui a quitté Anya le jour de son mariage, excellente idée de sa part. Il revient, mais ses amis les deux ne le jugent pas en fait. Et justement ils lui disent tu reviens, voilà. Mais lui, ils sont tous les trois en galère quoi. Ouais. Donc, tout à fait. Et lui il est nul et il se dit que il veut peut-être quand même sortir encore avec revoir Anya. Il se rend pas compte du mal qu'il lui a fait, il est scandaleux, mais il nous gratifie quand même d'une des plus belles répliques je trouve de cet épisode ou peut-être même de la série. I know that I'm a better person with her in my life. Je sais que je suis une meilleure personne avec elle dans ma vie. Je trouve que c'est une très belle phrase, déjà son aspect romantique. Lui il parle d'Anya, mais on peut y voir plein de lectures différentes à cette phrase. Parce que quand il dit un plan sur Buffy juste après, on peut penser que Buffy pense à Spike et sa relation avec Spike. Elle aussi trouve que c'est peut-être mieux quand elle est avec lui ou pas. Elle se pose des questions. Et si on fait une lecture méta de cet épisode, comme on va beaucoup faire, on peut penser aussi à cette série. Et c'est un peu une série doudou pour nous. On se sent mieux quand avec cette série dans notre vie. Enfin voilà, j'extrapole peut-être un peu, mais je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Il faut faire un podcast dessus, je pense. Et cette saison-là, elle a un côté pas très doudou, justement, pas très rassurante, et pour les personnages et pour les fans éventuellement, parce qu'ils deviennent un peu tous des adultes et ils doivent affronter certaines choses. Et enfin, moi je trouve que cette saison, la saison 6, elle est assez déprimante. Oui, c'est ça. Ah oui, ils affrontent la vraie vie. On en avait parlé, l'épisode où Buffy elle a des galères de fric, elle a des inondations chez elle. Elle bosse à Double Mille Palace et tout, c'est très. Ils sont toujours très forts ces épisodes en général. Là il y a un plan. Là il y a un plan très intéressant en effet.
tout à fait. Vas-y, Clément. Avec Spike qui parle en arrière-plan et tout est flou et le plan n'est pas coupé, c'est très long et tout de suite en une image on comprend la distance qu'il y a qui sépare ces deux personnes. Ouais. Et ce que j'ai aimé, voilà, c'est que le plan prenne son temps pour que cette idée persiste. Ouais. Avec Spike, alors on a parlé avec Marie tout à l'heure avant qu'on enregistre Spike. Ah là, ben moi ça restera Spike, voilà, toujours Spike, Team Spike. T'es Team Puffy, Clément. Je suis Team Puffy. Team Puffy. Moi aussi. Mais ça sujet à débat quand même, hein, je suis d'accord. Débat que nous n'aurons pas ici. Voilà. Non, la relation Buffy-Spike. C'est un débat sans fin, on n'aura jamais la réponse et c'est ça qui est beau. On en reparlera tout à l'heure. Oui, peut-être. Ils sont dans la chambre. Et là, dans quelques secondes, là, il y a Willow et Xander qui vont arriver. Vous allez voir que la tension va monter entre Xander et Spike. Ça, je trouve que c'est une tension qui sort un peu de nulle part. Hein. Ça fait un peu gadget scénaristique. C'est vrai. Et ça va nous servir, vous allez voir. Enfin, ça sert à l'épisode pour connecter les deux réalités encore. La réalité de l'hôpital et la réalité de Sunnydale. Parce que pour mettre en place cette idée que l'écroulement d'une réalité peut induire la mise en avant de l'autre. Comme un jeu de balancier en fait. Et c'est ainsi que la baston qui va arriver entre les deux personnages mâles provoque chez Buffy un voyage dans la réalité de l'hôpital. Voilà. Ça l'a fait souffrir quelque part psychologiquement, je trouve ça très intéressant que quelque part il représente une sorte de névrose dans son monde. Ces deux parties-là s'affrontent parce que dans la réalité, elle subit justement ces deux tiraillements. Elles s'affrontent à quoi parce que donc on se rend compte de ça. Les deux réalités sont tellement je vous dis mises sur le même niveau qu'elles ne peuvent pas exister. L'une doit prendre le pas sur l'autre. Voilà. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure de l'épisode. On va devoir faire un choix. Et là on va aller plus loin du coup parce que on va voir les parents de Buffy qui vont confirmer que bah non voilà mais tu es folle ma fille. Et jusqu'ici tu te dis bon là il y a un flash forward, il y a un truc voilà bon tu te dis on est quelque part bon on va retrouver notre chemin et quand les parents arrivent c'est sexy hein. 6 ans c'est génial. Oui bah oui là on nous dit que ça fait 6 ans que la série voilà tu peux plus là tu commences à douter. La série n'existe pas. Voilà là tu commences à te dire ah mais tiens c'est marrant c'est comme les saisons. Non, mais non, ça peut pas être ça, t'es dans le déni. C'est énorme. Non, mais oui. Exactement, cet enchaînement de ce montage parallèle entre le cimetière et l'hôpital psy, nous commence à nous mettre en place l'idée. On arrive à la fin de l'acte 1 et là, bim, oh là là, les parents, on découvre les parents de Buffy qui sont là. Et même le père, quoi, qu'on voit quasiment jamais. Le père qu'on a très peu vu, qui normalement vit avec sa secrétaire en Espagne dans l'univers de Sunnydale. La mère de Buffy qui est décédée à ce moment-là. Donc c'est un choc fou pour nous spectateurs comme pour Buffy, on l'imagine, de voir ses parents. Sachant que cet épisode où elle décède, la mère, c'est tellement fort déjà pour les fans. Keep talking, maybe the sound of your voice will ground her. Sweetheart, we've missed you very much. Honey, can you hear me? Oh Buffy, stay with us. Et puis du coup, c'est encore pire pour Buffy parce que dans cette réalité, sa mère est toujours vivante, donc pourquoi pas y rester quoi. Et sa mère lui a dit Welcome home, sweetie, bienvenue à la maison. Mais là on se dit elle est peut-être morte elle aussi. C'est comme ça que se finit l'acte 1. Et oui, il y a ce côté non, ta maison c'est ici, arrête de délirer, Sunnydale n'est qu'un fantasme, viens à la maison. Il y a tout ce côté, on va le développer aussi par la suite, le côté protecteur des parents de cette réalité de l'hôpital où Buffy est très en danger, très en insécurité à ce moment-là de sa vie, et cet hôpital, ce docteur et ses parents lui proposent de la protection qu'elle n'a pas dans la vie de Sunnydale à ce moment-là. Madame Loutre nous dit sur le chat qu'on aimerait bien effectivement tous que Joyce soit là. Ah bah oui, c'est un personnage le cadrage aussi de cette scène là. Donc là on est chez Buffy et Buffy va annoncer à ses amis qu'elle a ses visions quoi, ses visions et oui elle est toute seule dans le cadre, elle est face à ses amis qui eux sont cadrés dans un autre espace différemment, ils sont ensemble, pareil souvent utilisé dans Buffy, elle est souvent seule face aux autres. C'est vrai ça, Là clairement la réalisation nous dit Buffy est dans son monde à elle et les autres sont dans un autre monde, ils sont séparés face à face, ils sont pas dans la même réalité. Depuis tout à l'heure, pas de vampires, pas de slime, rien de surnaturel, juste des situations réalistes et anxiogènes un peu quand même.
Et là, c'est marrant, Xander parle aussi fait lui-même un discours méta, c'est vrai, il dit moi c'est vrai que les vampires, les démons. Oui, c'est débile en fait. Qui est une clé, c'est vrai que ça peut être un peu débile, donc ça, on peut comprendre. Même lui-même souligne un peu ce que. En même temps, il a toujours été un peu là pour faire. Oui, tout à fait, mais ça fonctionne même maintenant. Alors que depuis le début de l'épisode, il faisait plutôt la gueule, le pauvre Xander. Il a d'autres choses à gérer. Non, mais c'est. Il se met à notre place, quoi. C'est fort. Et donc cette Buffy qui a l'air en petite forme, qui a l'air de douter beaucoup, ça inquiète évidemment Willow. Willow qui va tout de suite proposer de regardez, bon là on va faire des recherches parce que ça va pas du tout là. Qui représente bien un mécanisme de défense, genre oh là là, attention c'est dangereux là, il faut vite sortir les meilleures défenses. Armes, les défenses et tout. Et là, on arrive, bim, voilà, il y a un jeu en permanence entre les deux réalités. On arrive à l'hôpital, de retour à l'hôpital, dans le bureau du docteur. Donc, qui va nous expliquer un peu plus quel est le souci de Buffy. Quel est le souci. Donc, il parle de schizophrénie. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie, Marie? C'est étymologiquement, c'est quand la personnalité se divise en deux. Et donc ça fait partie des psychoses. Mais dites-moi si je suis trop longue parce que c'est long. Vas-y. T'as toute la scène. Tu es là pour ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est très très grave comme maladie. Ça affecte en règle générale. Ça se déclare à l'adolescence. Donc là, ça correspond plutôt bien. Oui, d'accord. Plutôt très très bien. Alors après, moi, j'ai évidemment cherché à comprendre, à recomprendre tout Buffy en fonction de cette possible schizophrénie. Et ce que je trouve intéressant, c'est que Joss Whedon s'est bien renseigné et ça correspond, mais pas complètement, parce que je pense que Buffy, il y a un conflit oedipien qui est très très fort chez Buffy. On le voit avec ce personnage de Giles qui a une importance paternelle, je pense, pour elle. Plutôt, carrément. Et en fait, quand on est schizophrène, en principe, on n'a pas vraiment accès à l'Oedipe. Donc, donc c'est intéressant de voir aussi comment dire, c'est maladresse, mais c'est vachement bien fait en fait au final. Oui, après ça reste un show quand même. Bien sûr, voilà. Mais c'est très bien fait. C'est validé par Marion. Et oui, évidemment. Et dans cette scène, en 2 minutes, il y a toute notre série préférée qui s'écroule. Qui s'effondre, c'est violent, c'est super violent. Le docteur démonte tout le concept de la série en expliquant que c'est pas crédible une seule seconde. Dawn, la clé, les démons, les nerds, tout ça. Ça donne presque le vertige, et c'est le but. Chaque réalité va se défendre, chacune va vouloir prouver qu'elle est la seule et unique, comme dans les épisodes où il y a des doubles maléfiques. Comme on l'avait vu avec l'épisode sur Sander et son double, chacun des deux va vouloir prouver que non, c'est moi le vrai. Chaque réalité pense être bataille. La vraie. Là, c'est radical quand même. Ouais. C'est pas du tout anodin que ça te fait remettre en perspective toute la série, quoi. Surtout avec la réplique d'Oxander. Non, mais c'est vrai qu'en fait, des vampires, Sunnydale, la bouche de l'enfer, je crois. Quand on y pense, tu dis putain. Oh putain, ici depuis le début. Ta sœur qui serait une clé qui. Ouais, ça en même temps, je suis assez d'accord avec Xander. Sur le chat, que si la série s'arrêtait à ce moment-là. Ça serait génial. Pas d'une certaine manière, ça serait génial. Je sais pas s'arrêter. Non, mais il faut pas prendre ça à argent comptant, mais je trouve ça ouf, quoi. Bref. Là, on est retour chez le trio. Chez les nerds, Warren parle d'un trip qui ressemblerait à un festival Ken Russell pour décrire l'état dans lequel se trouve Buffy à la suite du démon que Andrew a balancé sur elle. Ken Russell, pour info, c'est un cinéaste britannique et il est notamment connu pour un film Altered States de 1980 dans lequel William Hurt incarne un chercheur qui teste différents états de conscience en passant par des transes, des caissons d'isolement et même des champis hallucinogènes, et surtout quand il fait ses expériences, il plane vraiment très très haut et voit des images cheloues très très impressionnantes, et même les mondes dans lesquels il se balade vont avoir par moments, vont devenir réels en fait. Il va y avoir une interpénétration, je sais pas comment dire, entre ces deux mondes qu'il voit et qui semblent comme ici, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'à mon avis, la référence, c'est ce film. Au départ, il voit ça comme des hallucinations et après, il voit que ça impacte vraiment sa réalité, exactement comme ce qui se passe pour Buffy. Après, la deuxième partie du film, ça ressemble beaucoup plus à l'épisode Beer Bad, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce. Dommage. Excellent. Ça glisse. Le film. Ça glisse beaucoup. Donc voilà. C'est des hommes préhistoriques aussi. C'est pas un film que je vais vous conseiller particulièrement, mais voilà, je voulais noter la référence. Venez de là. Ok, là on arrive à une grosse révélation là. J'aime bien cette scène, ouais. Mais elle est dure, et Sarah Michelle Gellar, incroyable aussi dans cette scène. Donc elle va confier à Willow qu'elle
qu'elle l'a passé après à Los Angeles 15 jours dans un institut psychiatrique justement à cause des premiers vampires qu'elle a vus et tout ça. Chose qu'on ne savait pas avant dans la série. Et ouais, et information qui donne du crédit à la thèse. À la réalité. C'est ça, alors qu'on est dans la réalité de Buffy, la série, et ben là on voit qu'on peut douter quoi. Ouais, complètement. Et on voit que Buffy doute, elle nous sort What if I'm still there, et si j'y étais encore quoi. Elle se pose vraiment la question. Et ça fait que commencer. Et c'est très dramatique, c'est vrai qu'elle joue très bien dans cette scène. Elle est très bien. C'est poignant. Hein, les plans très serrés sur Sarah Michelle avec Gellar. Un léger flou, enfin tout est obscur, enfin pas obscur dans le sens lumineux, mais regardez, le flou est partout. Parce que là, on perd pied avec la réalité, donc ça se voit dans la mise en scène, c'est vraiment bien fait. When I saw my first vampires, I got so scared. Et cette photo qu'on revoit souvent là, elle a besoin de s'accrocher à des repères et puis d'elle petite fille quoi, évidemment, puis, comme dans l'épisode de la saison 5. C'est dans cette photo qu'on vient de voir à laquelle Buffy se raccroche, le moment où elle était protégée par ses parents, c'est ça, c'est vraiment, elle est en galère de protection en ce moment, donc elle se rappelle cette époque où elle était petite fille. Ça nous rappelle l'épisode que tu nous as cité Marie hors antenne, en fin de saison 5 où Buffy opposée à Gloria se met en catatonie, enfin se tombe en état catatonique tellement elle est dépassée par les événements, elle se peut faire, et c'est là qu'on revoit déjà cette petite fille jouer le rôle de Buffy à l'époque où elle était enfant, donc il y a vraiment des liens entre ces deux épisodes. C'est vrai que ça donne un peu aussi du crédit à cette possibilité de réalité dans l'hôpital psychiatrique, parce que c'est quand même pas rien d'avoir ça c'est inclus dans la série vraiment, qu'elle s'est retrouvée dans cet état catatonique, et ça c'est pas tout le monde qui peut se retrouver, enfin qui a cette possibilité là de se replier complètement sur lui-même quoi. Tout à fait. Et pour rajouter encore une couche sur la crédibilité de cette voix, de cette possibilité, si vous lisez les comics Buffy, sachez qu'il y a un numéro consacré au séjour de Buffy en institut psy mental avant son arrivée à Los Angeles, avant son arrivée à Sunnydale. C'est un moment assez fou. La BD est d'ailleurs pas mal. Alors on y voit les parents, on y voit Buffy les débuts de sa période de tueuse. Elle écrit d'ailleurs dans son journal intime qu'elle combat des vampires, et ses parents tombent dessus, donc ses parents décident de l'interner. On y croise aussi Angel et Jace. Enfin, c'est vraiment une BD que je vous conseille, c'est vraiment très cool. Donc tout ce petit monde là à l'époque pré-Sunnydale. Et dans l'institut, au début, Buffy, elle est en mode ah bah ouais, moi je tue des démons, voilà comment ça se passe et tout, différentes sortes de démons, tout ça. Et elle tombe sur une docteure qui lui dit que si elle se retrouve là, c'est qu'elle n'a, et si ce qu'elle dit est vrai et qu'elle est là, c'est qu'elle n'a pas encore complètement, qu'elle ne veut pas encore combattre les démons. Et ça rappelle la Buffy des premiers épisodes qui refuse son destin de tueuse. Et après, je vous raconte pas tout, mais dans la BD, après, il y a évidemment des démons qu'elle devra combattre, parce qu'il se passe des trucs bizarres dans cet hôpital. Mais c'est intéressant, et surtout oui, on peut penser que arrivé dans cet hôpital, tous les démons qui nous sont décrits dans la BD sont fruits de son imagination, et qu'elle y est toujours. Ça, non mais voilà, tout ça peut fonctionner. Alors entre temps, on est priorité au direct. Scène Spike Xander qui chasse le démon. Voilà. Qui essaie de le capturer, mais très bonne scène de comédie. C'est très marrant. Il y a le nom du démon. Ils sont redevenus amis. Ils sont amis. Enfin, ils sont obligés de s'associer pour aider Buffy. Mais ils s'envoient des pics. C'est une scène marrante. Avec un combat rigolo. Oui, marrante. Il faut qu'elle soit là, mais elle est pas spécialement marrante. Si, moi je trouve que ça fait une scène humoristique au milieu de l'épisode. Il y a une respiration. Il faut qu'elle soit là. Voilà, l'épisode est quand même très plombant. Quand même. Voilà, Big M précise le nom de la BD que j'ai pas du tout mentionné, c'est Slayer Interrupted. Merci Big M. Qui fait référence à un bouquin et un livre de la personne dont j'ai oublié le nom, qui décrit son séjour aussi en hôpital psy, un livre assez connu aux États-Unis qui a fait l'objet d'une adaptation au cinéma. Mais voilà, là, priorité direct, on se retrouve avec Buffy et Dawn donc chez elle. Buffy qui est toujours en gros doute savoir où elle est, et c'est au tour de Dawn de tenter de la convaincre
qu'elle est dans le monde réel, avec un peu de thé et de bienveillance. Mais c'est trop tard, la graine est plantée dans l'esprit de Buffy. Elle voit partout des détails qui fragilisent sa réalité Sunnydale, comme par exemple le fait que sa petite sœur soit plus grande qu'elle en taille. Et ça, c'est un truc qu'on va voir plusieurs fois dans l'épisode. Non, mais c'est bien vu. Des choses qui sont quand même... c'est plausible, une petite sœur qui est... Moi, j'ai un petit frère qui est plus grand que moi. Enfin, c'est parfaitement plausible. J'ai une grande sœur qui est plus petite que moi. Mais voilà. Mais bon. Vous êtes des anormaux. Mais tu vois, à partir du moment... Douter. C'est ça, le doute s'est immiscé et dans tout. Elle ne voit plus que ça, quoi. Mais voilà, une fois de plus, c'est ce que l'épisode va défendre, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réalité, il y a juste un choix à faire entre deux voies distinctes. Un choix terrible qui va du coup être un choix déchirant. Il va forcément dériver, quoi. Et là, c'est intéressant parce qu'à la première lecture, tu viens pas forcément à l'idée que Buffy va peut-être basculer dans le côté obscur. Et là, bon, on le regarde, déjà, il y a un malaise avec sa sœur. C'est marrant parce que c'est quand même bien écrit. Parce qu'il y a toujours cette espèce de rivalité qui dit pas son nom entre la grande sœur et la petite sœur. Et là, bah, ça prend tout son éclat, hein, si j'ose dire. Et Michelle Trachtenberg joue pas mal. Je dis pas ça juste parce que juste elle pleure et c'est du coup, c'est bien. Non, je trouve qu'elle joue plutôt bien. Mais après, il joue sur le ressort qu'elle n'existait pas avant, quoi. Donc là, c'est pareil. Si on remet en question son existence, ça lui rappelle la saison précédente, tout simplement. Et oui, et voilà, il y a ce côté aussi chez Buffy. Rappelez-vous les premiers épisodes où Dawn arrive, on voit que Buffy est dérangée par cette personne. Le côté fille unique lui manque beaucoup. Et là, il y a une phrase qui est prononcée par Joyce qui dit "Mom and Dad just want to take you home and take care of you." Voilà, tout est dit. Papa et maman veulent juste te ramener à la maison, on va s'occuper de toi, on va te protéger et tout. Enfin, c'est vraiment ça que promet cette réalité, c'est de la protection, c'est tu seras seul au monde, on s'occupera de toi, il y aura pas de petite sœur avec qui partager l'amour, tu seras toute seule. Enfin voilà, c'est tout ce qui manque à Buffy en ce moment et qu'elle aimerait bien revoir, consciemment ou inconsciemment. Pendant ce temps, la scène de baston était. Tout à l'heure, tu disais non, mais. on a mis le démon à la cave. Elle reste de bonne facture. Les scènes de baston étaient pas mal. Tout à l'heure, on parlait des choses plus intéressantes, donc je l'ai pas dit, mais la chorégraphie était assez lisible. C'est plaisant parce que des fois, moi je m'excuse, mais ça me fait chier les bastons. Donc, et en attendant, on vient de passer la scène où un démon est enfermé, enchaîné dans une cave. Ça, pour le coup, Marie, hein, je te tends une perche parce que c'est intéressant que son démon soit enfermé au fond de la cave. Toi-même, tu sais, quoi. Il y a une lecture. Bah oui, carrément. J'adore l'idée. Ah, mais moi je te lançais parce qu'il y a peut-être une petite référence à Evil Dead. Alors oui, non mais oui, alors c'est oui, j'avais noté, j'ai loupé ma référence à Evil Dead, putain, oui, il y en avait une. Voilà. D'accord. non parce qu'il y en a d'autres après, vous allez voir. Il y en a plein d'autres. C'est un épisode spécial Evil Dead. Comme tous les épisodes. Évidemment. Et là on a aussi un truc très très bien. L'épisode est même quasi terminé parce que Willow a fabriqué l'antidote. Oui, génial. Buffy elle va le boire et tout sera terminé. C'est un super épisode, hein, monsieur Lam. Donc on va passer tout de suite à la conclusion, hein, tout de suite jingle. Terminé, voilà, merci, salut Marie. Eh bien non, blague. 50e épisode, on est des ouf. Il est en forme. Pardon, j'arrive. Oui, donc ça continue en fait. Bah oui, parce que non, Spike l'a dit ou va le dire, je ne sais plus. You're addicted to the misery. Je le dis aussi bien. T'es accro à la misère, au malheur. Tu te vautres là-dedans. On le répète souvent. Effectivement, le personnage il dit ça de avec plus de bienveillance quand même. Hein. Ouais. Non, mais il est dur quand même. Non, mais il est dur, mais juste en une phrase. Et c'est vrai. C'est pour ça que Buffy est un personnage dramatique. Et il est dur, mais il a raison, parce que nous on le répète souvent, ce personnage est torturé pendant ces 144 épisodes que dure la série. Buffy n'a pas le droit au bonheur, on refuse, alors que ce soit... Alors après c'est intéressant, lui il dit que c'est de sa faute à elle. Nous quand on regarde l'épisode on a tendance à dire que c'est la faute des scénaristes surtout qui la torturent. C'est sûr qu'elle est bien torturée, oui. Mais voilà, le résultat est là, c'est qu'effectivement elle n'a jamais droit au bonheur. Non, parce que la mort est son cadeau, n'oublie jamais. Mais ouais, et là elle va faire un choix très très fort, parce que moi je vois ça, ce refus de boire l'antidote, c'est une tentative de suicide, très clairement. Elle décide de quitter ce monde parce qu'elle sait ce que ça va faire. Rappelons qu'au début de la saison, au début de la saison, elle avoue à ses amis qu'elle voulait pas revenir du paradis où elle était. Voilà. Donc elle est dans c'est clairement une tentative de suicide en fait. Ouais. De choisir la réalité.
Et c'est différent de l'acte qu'elle fait en fin de saison 5 dans The Gift. Oui, mais c'est un sacrifice. Là, c'est un sacrifice pour sauver ses amis. Elle essaie de se sauver, elle aussi. Oui. Et surtout, elle ne veut pas sauver ses amis, elle veut les fuir. Là, en jetant l'antidote dans sa poubelle, elle décide de fuir elle fait ce choix. Sunnydale et ses amis, et voilà, et de se retrouver ici, dans cette réalité de l'hôpital, dans ce plan qui est assez incroyable, où elle est toute petite, à regarder vers le haut les grandes personnes qui l'entourent, qui peut-être même la contraignent, et elle lui dit, donc c'est la fin de l'acte 2. Elle choisit, What do I have to do? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir complètement de cette réalité, pour sortir de la série, pour que la série s'arrête, quoi, complètement. Ça, c'est ça la lecture. Le médecin va lui dire, tu dois tuer tes amis, tout simplement. C'est un peu radical quand même. C'est à partir de là que moi on y croit moins quand même. Je sais pas, non. Que là, peut-être qu'on rebascule un peu dans l'épisode de Buffy classique, parce que comment un médecin peut lui dire de tuer. Si, métaphoriquement, tuer tes démons. Bien sûr, voilà, mais tuer ses démons. La façon dont il dit pas comme ça, t'as l'impression qu'il faut vraiment tuer. Évidemment, tu mets le doute. Pour eux, il sait qu'il y a un démon qui l'a planté au début de l'épisode. Pour eux, il n'y a pas de meurtre véritable. C'est symbolique. De toute façon, tout est très symbolique dans Buffy. Donc, Marie, tu penses que toi, c'est pour un discours que pourrait avoir un soignant face à ce genre de trouble? Oui, éventuellement, oui. Des fois, on a besoin de bousculer, pourquoi pas, Ah oui, donc voilà, tu vois, ça tient la route. Ça se tient, oui, c'est fort, évidemment. C'est très fort. Après, mais pourquoi pas, Il faut tuer ces démons, faut tuer on les voit comme des démons, après. Et ouais, il y a ce côté, la réalisation, le plan au tout début de la scène nous montrait très clairement Buffy encerclée par les adultes autour d'elle. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc de petite fille, tout ça, ce qu'elle n'est pas. Petite fille. Ce qu'elle n'est pas dans cette réalité de Sunnydale, mais ce qu'elle. Justement, elle est obligée d'avoir elle a des responsabilités en fait. Ce qu'elle n'est pas dans la réalité, puisqu'elle est censée avoir quoi 18, 19 ans, 20 ans peut-être. Ouais. Mais elle est entre deux, c'est vrai elle sort de l'adolescence. Puis elle doit gérer, sa mission de tueuse. Sa mère est décédée, elle doit gérer le chef de famille, elle doit gérer le foyer, tout ça. Elle a une petite sœur, elle doit gérer. Willow nous a fait une référence à Vol au-dessus d'un nid coucou. Elle dit No More Cuckoo's Nest. Voilà, film de 75 avec Jack Nicholson. Trop bien. Milos Forman. Très bon film, si ça vous intéresse. Sur le sujet, La musique aussi était intéressante. Il y a une petite nappe inquiétante qui pour l'instant se faisait entendre uniquement sur les séquences d'hôpital pour nous montrer l'étrangeté de cette réalité. Et là, la nappe musicale, c'est très intéressant. Dans la scène précédente avec entre Willow et Buffy, la nappe musicale est venue sur la réalité Sunnydale. Voilà. Il y a une fuite, quoi. Exactement. L'étrangeté change de camp. L'étrangeté passe d'une réalité à l'autre. On est très clairement dans ce moment où peut-être on est en train de passer d'une réalité à l'autre. Non mais Buffy va pas attaquer ses amis. Pas du tout. Non, elle a une poêle dans la main. C'est pas du tout. Rassurez-moi. Eh bien si, elle est complètement en mode body snatcher. C'est génial. Ça commence. Shining, elle se rebelle dans Shining, il se rebelle contre sa famille. Le coup de poil là. Possédé quoi. Shining, ça viendra tout à l'heure. Ouais, mais ils en ont déjà parlé au début c'est vrai, de l'épisode. Il y a une petite référence avant, ouais. Et là, elle défonce Xander. Moi, ça me rappelle l'épisode Bad Eggs où il y a plein d'habitants, plein de lycéens même, qui sont devenus des zombies à la gloire du gros démon là, et qui. Oh là, Willow qui est baïonné. Willow, elle s'est attaquée à Willow avant. Bah oui. Je vais pas y mais arriver. Dawn, elle va pas oser, Dawn. Et oui, c'est ça. Le Buffy, on l'a souvent dit dans ce podcast, Buffy n'est pas une tueuse comme les autres, car Buffy a des amis, qui l'entourent. Et là, le fait de s'attaquer à ses amis, bah oui, c'est mettre fin à ce qui fait d'elle une tueuse différente, et mettre fin à la série. La série, on l'a noté quand on a vu les trois réunis au moment du retour de Xander. La série, c'est tous les trois, c'est le trio d'origine. À chaque fois que dans la série, quand Willow et Xander sont en danger, on s'inquiète jamais vraiment pour eux parce qu'on sait qu'il peut rien leur arriver. C'est vraiment le cœur de la série. Avec les trois, avec Giles. Ah pardon. Non, vas-y. Et c'est vrai que Giles n'est pas là. C'est important aussi. Ah bah s'il était là, il serait dans la cave enchaîné. Ah oui. Aussi, il serait là peut-être pour raisonner plus Buffy, je sais pas. Parce qu'il n'y a plus de figure. Parce que c'est quand même à ce moment-là, il n'y a plus de figure paternelle ni maternelle aussi, parce que Giles est parti en Angleterre. Il n'y a pas de Giles dans la saison 6. Peut-être que si Giles était là, elle aurait.
Et Diego, il nous dit aussi un truc intéressant à ce moment-là de ses commentaires audio. Il parle d'insécurité, donc que justement que Buffy se mette à attaquer ses amis, ça peut créer de l'insécurité, mais chez le spectateur. Lui, parce qu'effectivement, on sait que les recettes des bonnes séries, pour qu'on devienne accro à une série, on développe de l'empathie pour les personnages. Baby Yoda. On s'attache. Oui, mais voilà. Et avec des Baby Yoda, ça marche toujours parce qu'on s'attache aux personnages, on a envie de les retrouver chaque semaine. Et là, en cassant, en te disant que le pacte est faux, qu'il n'y a pas de ces personnages n'existent pas, on te met complètement en insécurité. Non, c'est mon doudou auquel je me raccroche toutes les semaines, il n'existe pas, c'est horrible. Rimomo nous dit que Buffy a 21 ans. Qu'elle fête son. Donc on n'était pas loin. C'est ça, ouais. 21 ans à l'épisode 14. En saison 6, oui, ouais. Ça, voilà. Alors là on est carrément dans du Shining. Elle va s'enfermer dans la salle de bain et l'autre arrive presque nonchalamment, mais. Et même la mise en scène avant, et les plans où on suit Buffy de dos dans le couloir, là, et elle en l'appelle. steadicam et tout, c'est exactement comme. Et elle appelle sa sœur, exactement comme font un body snatcher en effet. Et elle s'enferme dans la salle de bain. Voilà. Un coup de poil peut-être à défoncer la porte. Bon, même si c'est. Moi je trouve que c'est un moment où qui est un peu. où l'action s'étire un petit peu, on sent qu'il faut un peu combler, j'ai l'impression. Il y a un peu de tension. Ouais, mais il faut qu'il fasse 40 minutes cet épisode. Pardon de venir avec des trucs très concrets, tu vois, mais voilà. C'est à peu près tout ce que je veux dire. Si, il y avait un truc tout à l'heure, je vais pousser la symbolique encore plus fort, encore plus loin, parce que dans la cave, ce sont ses amis qu'elle a bâillonnés, mais c'est peut-être aussi ses névroses, ses démons intérieurs. Le docteur. Voilà. C'est je trouve ça intéressant. Je trouvais la symbolique très forte et voilà. Bien sûr. Docteur fou, complètement. Don't. Please listen to me. Kind of Supergirl. Chosen to fight demons and. Mais où elle-même, Buffy, elle va se persuader elle-même, elle va reprendre, elle va s'entendre dire quelle est sa vie à Sunnydale, et puis elle va se dire non mais n'importe quoi, c'est quoi cette clé magique, pour se donner du courage pour attaquer sa petite sœur aussi. Elle réfléchit, non mais c'est ça, elle combat, elle a l'impression de combattre ses névroses, de la même façon qu'elle combat les vampires d'habitude, là elle combat une fausse petite sœur. La dernière fois on a commenté un épisode où Buffy et Dawn se battent encore. Ouais, il y a peut-être un truc entre les deux sœurs. Ah bah une sorte de rivalité, je ne sais pas. Et donc bah oui, ça se finit par Dawn enfermée avec les autres dans la cave. D'ailleurs, peut-être qu'à ce moment-là, un petit montage parallèle avec l'hôpital aurait peut-être été. Ça va arriver, je crois. Je sais, mais je pensais à ça quand je voyais l'épisode. Ouais, pour rythmer un peu plus. Ouais. Ah ouais. Et ben voilà, ça arrive. Avec ce plan déformé. Ce plan un peu, il est très drôle ce plan parce que donc ça fait très très peur. Hein. L'objectif est légèrement déformant et en face donc de ces trois adultes qui scrutent Buffy, on a sa petite tête à Buffy emprisonnée entre les épaules de sa mère et le docteur. Enfin c'est très très parlant. Là on a l'impression qu'un peu d'une Buffy manipulée ou contrainte par des adultes. Hein. La réalité de cet hôpital est quand même de plus en plus flippante, on est d'accord. Et de plus en plus omnipotente. Ah oui, ça donne pas envie, hein, c'est sûr. Ouais. Alors oui, là, vous faites pas ça dans le vrai hôpital où ah bon mettre tous les trois face à une personne avec une lampe malade. Dans la gueule. L'angoisse. Allez, dis-nous. Tu vas parler, tu vas faire. Tu vas aller mieux, dis donc. Eh bien non, mais oui parce que c'était la fin de l'acte 2, Buffy a délivré le démon qui donc là au début de l'acte 3 va se déchaîner face à ses amis. Oui, enfin on est en fin d'acte 3 donc faut que tout le monde soit en danger hein, pour rappelez-vous cette règle et que Giles prenne une armoire dans la gueule. Et voilà. Mais voilà, heureusement, début d'acte 4. Tara arrive. Il y a peut-être un début d'espoir. Tout Tara va assurer direct hein, avec des tours de magie et tout. Ouais. Bon, alors là, c'est remplira la gueule de références à Evil Dead. Je peux pas contenir plus, mais et attendez, ça va. Mais parce qu'il se jette contre une armoire, justement. D'accord. Et bah si, tu verras, il y a un plan de Evil Dead qui est exactement le même. Et là, tout à l'heure, il va y avoir un plan Evil Dead 2. Mais là, je vous le spoil un petit peu, mais c'est pour rigoler. Voilà. Ok, bah le parallèle commence là. Et dans les deux réalités, voilà. Oh, ça, il est bien ce raccord là. Très, très Buffy qui se laisse tomber par terre dans l'hôpital et dans la cave à Sunnydale. La Buffy tueuse, la guerrière qu'on connaît dans ce monde, elle est devenue la patiente. La patiente. Elle est devenue l'adolescente fragile et malade de l'hôpital psy quoi. Bon, d'ailleurs, il y a un faux raccord parce qu'elle s'assied 2 fois. C'est bien. Ok, Sartman, tout va bien se passer. C'est pas grave. Mais voilà, elle est devenue une enfant apeurée. Voilà les deux réalités. Le discours de Joyce aussi. C'est ça qui va.
Bah là, c'est génial, toute cette scène, c'est génial. Tout ce que dit Joyce dans cette scène, c'est super poignant, hein, parce que évidemment, si on se met à la place de cette mère qui n'a presque plus accès à son enfant depuis des années et qui enfin arrive à communiquer avec elle, et ça va se finir. Cet espoir. Ouais, mais sauf que ça va se finir par l'enfant qui te dit adieu. Triste, c'est super triste. Qui fait le choix conscient là de dire, qui fait le choix conscient à la fin là de dire au revoir. Au revoir quoi. Il est dur, il est très dur. C'est très dur. Très dur, c'est vrai. Et c'est super que voilà. C'était sympa le clin d'œil de voir Hank Summers dans l'épisode, mais là, on le connaît pas ce mec, et c'est vraiment la relation entre la mère et la fille. On sait à quel point sa mère manque à Buffy, et Christine Sutherland est géniale dans cette scène également, quoi. Oui. Un gros bisou d'ailleurs. Un gros bisou à elle si tu nous écoutes. Le fait qu'elle dise à la fin. Dans ce moment-là très très poignant où entre la mère et la fille, où reviens avec nous à la maison, et puis elle non, finalement elle reste dans le... C'est pas un déni, mais comment... Non, mais il y a un double discours elle dans choisit. le texte de Joyce aussi. Mais du coup, on peut très bien se dire qu'effectivement, elle est vraiment dans cet hôpital, puisque en fait, la réalisation nous fait entendre ça un petit peu, quoi. Et puis, je choisis ok, et puis si vous êtes fan de la série, vous choisissez d'accepter que c'est peut-être un délire, quoi. Avec nous, et vous partez avec nous, on fait la série. C'est exactement. C'est ce que nous dit Joyce, et ça peut s'adresser aussi aux spectateurs. Believe in yourself. Crois en toi-même, c'est elle qui lui donne la clé. C'est à toi de décider. Crois en toi, choisis. Et là, ça se plan extraordinaire. L'entrée de chant entre retour à Sunnydale, entrée de chant, renaissance, exactement, Clément, renaissance de la tueuse, et bim, elle défonce le démon après avoir dit goodbye. On a tous chialé à sa mère. Il y arrive effectivement en 3 coups, alors que quand elle se battait contre Xander et contre je me disais, c'est vrai, là elle a besoin de plus se battre quand même. Je suis d'accord avec toi. C'est ses amis en même temps. Bah oui. Bien sûr. Après ce démo, avec le dernier plan, un plan à la Joss Whedon, justement, quand à la fin du générique, on se rapproche doucement de Buffy. En plan, tout à fait. Madame Loutre nous demande un spin-off sur le personnage de Buffy, mais réel. Qu'est-ce qui se passe après l'hôpital psychiatrique? Et c'est vrai qu'on a très envie de voir. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe rien si elle reste dans son monde, peut-être. C'est triste. On n'a pas envie de voir ça, franchement. Ouais, il se passe rien. Selon ce que le docteur dit, il lui dit à Joyce, là, elle est repartie, quoi. C'est un abandon. Donc état complètement léthargique. Oui, en mais fait. Le spin-off inventé pourrait nous montrer une suite. Bref. Il se passerait pas grand-chose du coup. C'est ça. Un plan fixe, c'est ça. Non, on choisit clairement. C'est une idée. Pourquoi pas? Choisis Sunnydale, bien sûr. Alors l'épisode est quasi fini. Et la dernière scène qui met tout encore. Quelle tristesse. On finit sur Buffy seule au fin fond de cet hôpital avec un travelling qui va passer à travers la fenêtre et tout. Ouais, c'est bien vu. Et finir sur cette scène, on peut se dire que c'est du coup la vraie réalité, c'est ça, quoi. C'est ça, moi c'est ce que je me suis dit la première fois. C'est fait exprès. Ah mais complètement. Moi je me suis dit ça aussi. C'est pour ça que j'ai vachement aimé. Bah voilà. Peut-être que tout ce qu'on kiffe depuis le début, c'est dans la tête de cette pauvre jeune fille. Voilà, accepte-le. Oh que c'est fort. Moi j'ai kiffé. Ouais, moi aussi, c'est pour ça que j'ai kiffé, parce que je me suis dit, il y a vraiment une autre possibilité, quoi. On peut imaginer ça. C'est la découverte du multivers, qui, aujourd'hui, c'est une technique assez courante, sans parler de Rick and Morty, tout ça. Je trouvais que Buffy, moi, pour le coup, c'était la première fois où j'avais cette approche du multivers possible. Et une fois que tu as accepté ça, tu te dis, oui, il peut y avoir plusieurs réalités dans lesquelles Buffy n'est pas Buffy. Et du coup, ça crédibilise encore plus toute la fiction que tu as vue depuis le début. Complètement. Et moi, j'adore, en fait, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, non, mais quoi croire? Mais non, en fait, on peut très bien aimer croire les deux. Il n'y a pas besoin d'être dans ce truc-là. De faire ce choix, finalement. Oui, non. Et alors j'ai pas eu le temps de le placer, mais au moment où donc Buffy renaît et défonce le démon, à la fin il y a un travelling avant sur elle en contre-plongée qui iconise exactement, c'est le plan du générique. Ouais. Exactement, c'est un plan qui nous fait penser à tous ces plans qui clôturent les génériques, les différents génériques début de la série. Et c'est un peu ce nouveau plan et cette musique très tonitruante revendique un nouveau début de la série. On repart. Ouais. Là, on refictionnalise le personnage, j'ai envie de dire, en l'iconisant, on accepte qu'on est dans une fiction. On cherche pas à en faire un personnage normal, fragile, malade. Non, c'est un super héros. Buffy est une super héros, et cette réalisation nous le montre, et ce moment nous le donne. On est de retour à fond dans
dans la série. C'est vrai justement, que... en parlant de série, pardon, juste je rebondis sur le chat, Rin Momo qui nous dit que la fin enferme Buffy en forme d'un écran de télé finalement. Ouais, le cadre dans la porte. Le cadre, voilà, et qu'on avec la regarde, porte. ça nous rappelle qu'on regarde une série, Pas que mal. ça accentue le côté méta. Bon, j'imagine que Merci Rin Momo. vous avez encore plein d'autres choses à ajouter sur cet épisode. Oui. Donc, on On a oublié plein de trucs. on va lancer le jingle de la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Oui, alors conclusion, un milliard de choses à ajouter 1,2 milliard exactement. sur cet épisode. Alors, par exemple, je n'ai pas mentionné, vous le savez si vous êtes fan de Buffy, que cet épisode a été le point de départ d'un livre-jeu qui s'appelle La Nuit, je suis Buffy Summers, c'est un livre de Chloé Delhomme, donc qui prend comme point de départ du livre la réalité de l'hôpital de Buffy en hôpital psy. Je ne l'ai pas évoqué parce que je l'évoquerai plus tard dans le podcast. Figurez-vous que ça sera l'objet de mon système Buffy. Tu vas aimer ça. Allez. Voilà. Mais je dois dire en tant que psy que si une patiente a un tel délire que celui-là, moi je la trouve passionnante cette patiente. On aimerait bien qu'on ait plus finalement. Ouais, c'est clair. D'accord. Oui, t'as pas trop de super-héroïnes à traiter pour encore... c'est riche comme délire là. C'est très bien construit et c'est riche. C'est rare. En vrai. Je voulais aussi prendre quelques secondes pour parler de Joss Whedon et de son avis sur cet épisode parce qu'il a été questionné parce que les gens se sont dit comme nous autour de cette table on se dit c'est quoi la vraie réalité, Joss, tout ça, et lui comme d'habitude il a expliqué que c'était pour lui passionnant, c'était le regard ultime postmoderne, il a dit sur cet épisode, sur le concept d'écrire un show, parce que voilà, pour lui c'est un épisode complètement méta. Où qui écrit le show? Est-ce que c'est Buffy dans sa tête? Est-ce que c'est le scénariste? Et il dit notamment la série entière se passe dans le... Pardon, je suis en train de traduire en même temps. La série entière se passe dans l'esprit lunatique, enfermé dans l'esprit lunatique de quelqu'un quelque part à Los Angeles. Et cette personne folle, c'est moi. En fait, vous voyez, c'est qu'il y a aussi cette lecture de se dire... Lui est enfermé c'est lui le patient, c'est lui Buffy. De voir Buffy comme la scénariste de sa propre série. Voilà, donc c'est alors, évidemment, il ne nous donne aucune réponse. Hein, mais il joue sur ce côté. Les deux réalités existent. Il aurait pu écrire lui-même cet épisode, finalement. C'est étrange qu'il ait pas... Il était occupé, je crois. Moi, mon avis, c'est que... Bon, c'est Diego Gutiérrez qui Ah oui, c'est Joss qui a tout écrit derrière. Je pense que Whedon a fait beaucoup de... comme il le faisait beaucoup dans les premières saisons. Retouches, Là, dans cette saison-là, c'est Martin Oxon qui dirige la série, la showrunneuse. Mais je pense que, en plus... Sachant qu'ils étaient dans les mêmes bureaux. Gutiérrez a été l'assistant de Joss. Il connaît par cœur. Quand tu écoutes les commentaires audio, les deux gars parlent en permanence de Joss. Joss a validé ça. Joss pensait que c'était bien de faire ça. C'est quand même son épisode. Il a été pas mal investi dans cet épisode, mais ce n'est que mon point de vue. Hein. J'ai rien d'autre comme indice pour l'étayer. On peut aussi parler, par rapport à cet épisode, de ce concept en gros, de dire mais tout ça n'était que dans sa tête, hein, vous savez, tout ça n'était qu'un rêve, par exemple. Le fameux. Ça, c'est un concept qu'on voit souvent dans les séries. Il y a pas mal de séries qui ont mis en place des épisodes comme ça. Je vais vous les citer. Alors, c'est pas du tout exhaustif. Il y a Star Trek Deep Space Nine avec l'épisode Far Beyond the Stars. Il y a Charmed avec l'épisode Brain Drain, Stargate Atlantis, Smallville, Supernatural. Tu l'as peut-être vu cet épisode Bien sûr que j'ai vu cet épisode. Voilà, plein de séries. Ils sont dans un monde où ils sont eux-mêmes des personnages d'une série. Bref, ils sont les acteurs d'une série en fait. C'est un concept qui n'est pas du tout propre. Il y a plusieurs univers dans Supernatural. Et tant que tu es là-dessus, on peut s'arrêter 2 secondes sur Lost aussi, qui a fait un épisode là-dessus. Tu l'as pas cité. Non, terrible. L'épisode 2 l'épisode 18 de la saison 2 qui s'appelle Dave dans Lost. Il y a un peu un hommage à cet épisode puisqu'il y a un personnage Hurley qui a été enfermé dans un institut psychiatrique. Ouais, je vois très bien cet épisode. Et il voit un mec qui était avec lui enfermé sur l'île et qui lui dit non, mais t'es pas sur une île déserte, t'es avec nous dans l'hôpital. Exact, j'avais oublié, oui. La fin est vraiment différente de Buffy pour le coup, mais donc je vous raconte pas, mais c'est obligé, ils ont
C'est une référence Obligé. à cet épisode. En plus, c'est Hurley, donc c'est pas par hasard. Ouais. Je voulais aussi parler de All My Children, qui est un feuilleton avec Sarah Michelle Gellar. Un feuilleton dans lequel jouait Sarah Michelle Gellar avant Buffy, quand elle était plus jeune. Et pour son dernier épisode, en fait, ils ont voulu faire revenir plein de guests et d'anciens comédiens de la série. Et comme son personnage dans la série avait été joué par une autre actrice, Sarah Michelle Gellar, ils n'ont pas pu la faire revenir en tant que ce personnage-là. Mais ils l'ont fait revenir en tant que patiente d'un hôpital. Et la scène est très très marrante, elle est sur YouTube, je vous invite à aller la voir. Donc elle fait un tout petit caméo, elle se retrouve en face d'une toubib interprétée par Eva Larue, personnage avec qui elles jouaient, elles étaient toutes les deux dans le feuilleton entre 93 et 97. Et il y a ce côté, mais attends, on se connaît ou on se connaît pas? Il y a interrogation aussi de la fiction du personnage, qui es-tu? Et c'était marrant que dans cette petite scène d'un feuilleton, enfin, All My Children, c'est l'équivalent des Feux de l'amour, hein, c'est vraiment ce genre de feuilleton. Il y a ce côté, ce petit clin d'œil. C'est un gimmick, c'est juste un gimmick. Comme sur Spin City, il y avait avec la série avec Michael J. Fox, quand il y a Christopher Lloyd qui arrive, ils se font on se connaît et tout. Enfin, c'est un clin d'œil pour ceux qui savent, quoi. C'était mais c'est quand même moins poussé que dans cet épisode, le côté méta, quoi. Non, complètement. Mais voilà, aller voir cette scène, c'est marrant comme tout, de la voir en tant que patiente psy qui se demande où elle est. Ah oui, donc patiente psy. Oui, complètement. Oui. Intéressant, Marie. Non, mais je pensais que c'était juste une patiente à l'hôpital, quoi, mais pas forcément. J'avais aussi à citer la chaîne YouTube Buffy Slay 20, animée par nos amis Yael et David. Ils ont consacré un épisode donc de leur chaîne à cet épisode, et Yael dit un truc assez intéressant pour défendre le fait que, parce qu'elle se positionne en disant que sa réalité préférée à elle, c'est la fiction. Bien sûr. Si on n'est pas à l'hôpital, ça se tient. Et elle dit que si quelqu'un va dire le contraire, elle dit que c'est intéressant que si le monde de Sunnydale c'est juste dans la tête de Buffy, et que c'est juste un fantasme, et ben elle trouve ça super triste, parce que cette série parle d'émancipation, de révolution, de combattre l'ordre établi, et dire que ceci est faux et qu'il faut être folle pour être une femme forte, c'est un peu déprimant. Et c'est pour ça qu'elle comprend des fans qui peuvent se sentir trahis par cet épisode, parce que ça veut dire que tout le concept de la série tombe à l'eau, quoi. Bien sûr, oui. C'est pour ça qu'on ne peut pas le prendre pour. Et comme c'est Big Game qui le dit très bien, l'existence de Angel aussi, de la série Angel, montre que, enfin voilà, tout ne peut pas se passer dans la tête de Buffy. C'est vrai. Enfin, il y a tout un univers cohérent derrière. Voilà, moi j'ai dit plein de choses en conclusion. Ah si, je voulais évoquer la série Awake, une série qui a eu qu'une seule saison, dans laquelle c'est un polar, c'est une série d'enquête, un type qui est policier. Quand il dort, il est dans une réalité, quand il se réveille, dans une autre réalité, et il ne sait jamais quelle réalité est la vraie. Série fascinante, si vous aimez ce côté. Et il y a des scènes avec un psy, parce qu'il non, même avec deux psys, parce que dans chaque réalité, il est suivi par un psy. Ouais, qui n'est pas le même. Et à chacun des psys, il explique qu'il a des rêves et qu'il ne sait pas quelle est la bonne réalité. Ouais. Enfin, série fascinante si vous aimez ce thème des deux réalités, de ne pas savoir dans laquelle on est. Awake, super série. Est-ce que vous avez des choses à ajouter en conclusion, monsieur dame? Oui, moi j'ai une petite conclusion. Encore une fois, Buffy en avance sur son temps, avec un mode qui embrasse les modes de narration actuels. Comme je disais tout à l'heure, le multivers, c'est un truc très aujourd'hui, je vais pas dire mainstream, mais assez vu. Et pour le coup, une série des années 90 qui faisait ça, enfin début 2000, pardon. C'est toujours une preuve de l'avance qu'a Buffy sur son temps. Et voilà, c'est un putain d'épisode. Et qui en plus me touche pour une raison personnelle. En fait, mon frère est schizophrène, et je trouvais très fort l'idée que tu dises à la personne qui est malade, mais en fait, ce que tu imagines, ce que tu vois, c'est faux. Si, c'est vrai, en fait. D'un certain point de vue, c'est la réalité pour lui. Et donc, ça rend cet épisode encore plus tragique, parce qu'il n'y a rien de plus grave que quand on te dit que ce que tu vois, en fait, c'est faux. Non, t'es dans la matrice. C'est horrible. Mais non, c'est vous.
C'est vous qui êtes dans la matrice. Il faut pas aux gens qui souffrent de cette maladie, il faut pas leur dire que ce qu'ils pensent c'est faux. Si, mais comment tu veux qu'ils l'acceptent facilement? Oui, c'est ça, ouais. Bah, moi, je dirais, après, il y a différentes approches aussi. Ça, c'est encore un autre débat. Mais à mes yeux, moi, dans mon travail, j'estime que il n'y a pas de... Jamais, je dirais, qu'il y a un mensonge, en fait. Comment dire, on dit toujours sa propre vérité, quelle qu'elle soit. Et du coup, effectivement, aussi dans ma façon aussi d'aborder cet épisode, je me dis de toute manière, c'est pour ça que ça me dérange pas du tout. Je suis pas tiraillée entre me dire lequel des deux est vrai, parce que de toute façon, les deux sont peut-être vrais. Enfin, d'une certaine manière, oui. Et donc, c'est effectivement très violent. Évidemment, dans l'épisode, j'avais pas fait attention à ça précisément, mais de dire que c'est faux, on peut pas dire à quelqu'un depuis 6 ans qui évolue dans un autre monde. non, tu te trompes. C'est radical. C'est complètement faux parce que non, en plus c'est très prétentieux parce qu'en vrai on ne sait pas en même temps je veux dire les délires, les hallucinations et tout ça, c'est très prétentieux je veux dire bon, il y a pas mal de recherches encore à faire bien sûr. Je viens de finir un livre là qui s'appelle L'Anomalie, un truc qui a eu des prix l'année dernière, un Goncourt, un truc comme ça, dans lequel il se passe un événement étrange et ils réunissent tous les meilleurs scientifiques du monde pour dire comment ça s'est passé cet événement. Et les scientifiques, donc il y a des physiciens, il y a des philosophes et tout ça, et ils disent bon bah la seule explication crédible qu'on ait trouvée, c'est qu'en fait on vit tous dans une simulation. Donc soit c'est des extraterrestres ou des gens du futur ou ça, mais on vit dans une simulation et cet événement étrange c'est un bug ou un test de la simulation. Et ils se mettent tous d'accord. Oui, bah c'est ça. C'est ce qui tient le mieux la route. Au final, c'est le plus cohérent. Donc, comme tu dis, qui on est pour savoir ce qu'on est vraiment. Oui, voilà, ça force à l'humilité aussi, à un moment donné, quand même. Tout à fait. Rylel, une conclusion à ajouter? Oui, j'avais pas. Hank Summers, vous saviez que c'était Dean Butler qui l'interprétait? Vous étiez au courant? Dean Butler, grand acteur qui a joué un rôle récurrent dans La Petite Maison dans la Prairie, quand même. C'est important de se dire. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont quand même gardé le même acteur à chaque fois qu'on le voit. On le voit 4 fois, je crois, dans Buffy. J'ai pensé exactement la même chose en regardant cette semaine l'épisode. Je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il est tellement pas important et pourtant ils l'ont quand même rappelé à chaque fois le comédien. À chaque fois, et lui il est revenu à chaque fois. Exactement. Et le docteur. D'autres à faire apparemment. Peut-être. Écoute, il avait la Petite Maison à la Prairie, c'était bien avant. Sa carrière était derrière lui. Elle était dans la prairie. Et le docteur qui est assez génial dans cet épisode, c'est un acteur qui s'appelle Michael Warren et qui est aussi une star entre guillemets dans les années 80 parce qu'il jouait dans la série Hill Street Blues de Steven Bocco, je sais pas comment on dit, qui est la première série policière à avoir introduit plein de personnages, casting choral avec des enquêtes qui se recoupent, toute une intrigue sur une saison, et il était l'un de ces personnages principaux, donc super acteur, et il est assez terrifiant, il fait partie à rendre crédible toutes ces séquences de. Il représente à fond l'autorité médicale, quelque chose de à la fois un petit peu un repère pour les parents et en même temps de flippant pour Buffy. Bien sûr, flippant pour Buffy. C'est un monde qui peut faire peur. Ah bah ouais. Voilà aussi, et si je voulais aussi parler rapidement d'un documentaire qui s'appelle 12 jours de Raymond Depardon. Tu as peut-être vu, Maris, 12 jours de Raymond Depardon, qui est sorti en 2017, qui parle de façon assez crue de l'internement psychiatrique sans consentement. D'accord. Ah ouais. Et le film, on va le commenter maintenant. Allez. Ouais, le film parle. Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est hyper. Si on s'intéresse à ce milieu quand même qui est particulier, et justement les gens qui sont enfermés contre leur consentement, et au bout de 12 jours en fait ils passent devant un juge. D'accord. C'est ça qui va être en fait ils sont obligés après 12 jours de passer, d'avoir un entretien face à un juge et avec juste sans la présence de médecin dans le rendez-vous, quoi. Mais il y a un avocat. Il y a un avocat, ouais. C'est très du coup judiciaire en fait, c'est très bizarre. Les hospitalisations d'office comme ça, il faut forcément qu'il y ait une mise sous tutelle, je pense, des patients. Ouais. Et ce film hyper dur, hyper dramatique, enfin il faut... mais en même temps hyper fascinant, comme souvent les films de Depardon, c'est une caméra, c'est brut, quoi. C'est très brut, qui filme des entretiens, et j'ai vu ce doc, c'est assez fascinant, et notamment c'était de point de vue dont on parle. Je me rappelle notamment d'une scène où, alors je vais pas spoiler la scène, mais elle est poignante, où t'as un type qui parle. Alors oui, il a un discours un peu décousu, mais il a l'air de bonne foi, il a l'air sympa et tout, il a l'air cool, enfin tu vois très bien avec qui je parle, et à la fin il quitte la pièce et la juge s'adresse à la personne qui filme et lui dit quelque chose sur le type qui remet en question ce qu'il vient de dire, qui change totalement notre vision de la personne. Et là on voit clairement que le mec est dans son monde, qui vit dans une autre réalité, qui n'est pas
enfin notre réalité, la réalité des autres. Mais qu'est-ce que la réalité voilà, c'est je ça. te pose la question. Non, mais, et puis en règle générale, les docs de Deux Pardons sont souvent très bien. C'est passionnant ça. Continuons à parler psychanalyse. On va continuer à parler psy avec la rubrique de l'invité. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça? Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'il y a des vampires. C'est badass. Eh, gros sein, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Buffy was awesome. Oui, la rubrique de l'invité donc avec Marie, donc vous avez déjà entendu. Salut Marie. Donc tu nous as pas mal éclairé grâce à ta profession. Posez vos questions à Marie, on a déjà dans le chat des questions. N'hésitez pas. Trop bien. Ah oui, n'hésitez pas à poser des questions, on les relaie. On est complètement un podcast interactif, hein, attention. C'est trop bien. Mais voilà, on commence par les 2 questions rituelles du podcast, parce que en plus des petites, tu es fan de Buffy, et ça c'est plutôt pas mal. Surtout. Quel est ton épisode préféré? Est-ce que je peux me permettre d'en dire plusieurs parce que... Il y a des gens qui ont fait, généralement, ça se passe. Ils ont eu des problèmes. Tu peux en citer 26, pas plus. Ah. Tu as carte blanche, mais tu peux pas dire toute la série, c'est pas possible. Bah, j'aime beaucoup un épisode qui... Bon, j'en ai plusieurs en tête, c'est énervant. La torture, c'est parfait. Il y a Hush que j'aime beaucoup, bon, mais c'est pas mon épisode préféré. Je pense qu'en anglais le titre c'est The Body dans la saison 5, mais il est terrible cet épisode. Inévitable. Je vais passer pour une fille super déprimée et déprimante. Mais c'est génial, mais c'est vrai que cet épisode sans aucune musique, il est terrible cet épisode. Il est très très bien tourné et très réaliste aussi justement. C'est ça qui fait sa force. On est un peu là-dedans dans cet épisode-là où on revient vers la réalité, un petit peu quelque chose de... on n'est pas dans le fantastique, et là on n'est pas dans le fantastique. C'est pour ça qu'on parlait des 3 nerds qui étaient finalement les monstres les plus terribles, parce que c'est la réalité. Ben oui, c'est l'être humain finalement dont il faut plus se méfier, qui est le plus... Oui, et Joyce est terrassé par une maladie. Il n'y a rien de surnaturel. Bah, il n'y a rien de surnaturel, ouais, et il n'y a rien que Buffy puisse faire. Donc ça nous aide à affronter la vie, Buffy. Ça rime. Super bon épisode. Et comment tu as découvert la série? Alors moi, c'est marrant parce que c'est pas avec la trilogie du samedi soir et c'est pas... pour une fois, ça fait plaisir. J'ai 36 ans et j'ai pas découvert, j'ai pas été fan de Buffy tout de suite en fait, je le confesse. Quand j'étais ado et que j'ai vu au début, j'étais pas très fan. Pareil. Et en fait, c'est plutôt à une vingtaine d'années que j'ai revu cette série-là avec une amie que je me suis faite au lycée et voilà. Que là c'est parti. C'est parti et honnêtement maintenant j'aime toute la série, mais au départ j'ai commencé à vraiment aimer Buffy à partir de la saison 5 en fait. Moi je fais partie des fans qui peut-être aiment plutôt enfin j'aime beaucoup les débuts avec Angel et tout ça, mais c'est vrai que j'aime beaucoup adulte. Ouais. Alors maintenant on va parler de ce que tu fais quand tu ne regardes pas la série, et les questions se bousculent. Ah oui, déjà, parce que je t'ai extrêmement mal présenté. Les gens se demandent si tu es psychologue ou psychiatre, parce que j'ai mal fait mon travail. Je suis psychologue. Pardon les auditeurs, j'ai très mal présenté Marie. Donc tu travailles dans un hôpital. Oui. Mais du travail, c'est pour ça que c'est une thématique qui te parlait beaucoup, parce que tu travailles avec des ados et des enfants en souffrance qui ont ce genre de troubles alors. Je travaille donc en pédopsychiatrie. Après, ce genre de troubles, c'est pas aussi lourd. À vrai dire, les patients schizophrènes que j'ai pu rencontrer, c'était plutôt des jeunes adultes, pas des enfants ou des adolescents. Chez les enfants, ça se présente tellement différemment que c'est même pas comparable. La psychose infantile ou l'autisme, voilà, parce que c'est très proche. D'ailleurs, l'état catatonique dans lequel Buffy se trouve à la fin de la saison 5, pendant juste un épisode, et duquel Willow la sort, c'est un état de... C'est des choses qui peuvent arriver vraiment, quoi. Ah oui, c'est pas exagéré. Hein. Pour moi, vous êtes des personnages de mon film, je vous préviens. Là, en ce moment. David nous demande si on peut prescrire en ordonnance à des patients de regarder Buffy. Est-ce que ça peut aider de regarder Alors au-delà de là, est-ce que ça peut aider il y a des œuvres, des choses comme ça qui peuvent des supports, des outils en fait pour travailler avec des patients ou pas... Ah oui.
Bah oui, non mais complètement. Moi je l'ai pas encore fait, mais ça fait pas si longtemps que ça que j'exerce, mais oui, c'est carrément on peut utiliser, surtout avec des adolescents par exemple. Moi ce que je fais, alors c'est pas du coup lié à des films ou à des séries, mais j'anime un groupe musique avec, là je suis en congé, mais j'animais un groupe musique avec une collègue. Avec des adolescents. Ouais, donc, d'accord. Voilà, bon, après, là, on parle musique et voilà, et je pense que effectivement, la culture, de manière générale, la musique ou les films, les séries ou la lecture ou plein de choses, ça peut être des supports, effectivement, pour après exprimer, mieux se connaître soi-même, exprimer des émotions. D'accord, ouais. À partir de ça, ça peut être un peu plus facile. C'est l'idée de notre groupe musique, justement. À partir de... Ah ouais, c'est intéressant que la culture serve aussi. Ce n'est pas que du divertissement, ça peut servir de langage ou d'outils, comme tu dis. D'outils, ouais. Oui, et puis de catharsis aussi, c'est-à-dire le côté, ça exprime pour nous nos propres émotions. C'est l'idée des tragédies grecques au départ et ouais, c'est complètement ça. Et en fait, Buffy peut complètement faire ça. Enfin, c'est effectivement tout un univers. On peut s'identifier énormément à elle ou à d'autres personnages. Donc tu confirmes que David n'est pas seul. Parce qu'il vient de dire, moi ça m'a aidé dans la vie. Et je pense pas être seul. Pour s'y parler de Buffy, il y a plein de fans de Buffy qui disent que la série les a aidés à certains moments de leur vie. Moi ça m'a aidé complètement. Moi ça m'a aidé aussi, mais complètement. Moi c'est en train de m'aider. C'est très 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 fort. C'est en cours. C'est maintenant là, à ce moment. Mais c'est vraiment pas le cas de toutes les séries. C'est pas pour rien que Buffy c'est génial. Nip Tuck ça m'a moins aidé. Je sais pas pourquoi. C'est un côté réconfortant Buffy, c'est vrai. Est-ce que vous aviez d'autres questions Une autre question sur le chat, est-ce que cet épisode peut faire écho avec la situation actuelle de crise sanitaire, des problèmes d'abus dans les instituts psychiatriques, de l'hospitalisation sous contrainte? Tu as 2 heures, Marie. Allez, top départ. Voilà, alors je suis pas au courant forcément de tout ça, du lien entre la crise sanitaire et d'hospitalisation sous contrainte de personnes, donc d'hospitalisation psychiatrique sous contrainte. Du lien que ça peut avoir. En tout cas, ce que je peux dire par rapport à la crise sanitaire, est-ce que ça peut avoir comme lien parce que la psychose, par définition, la différence entre les psychoses et les névroses, parce que les névroses, on est tous atteints de névrose, les personnes normales n'existent pas vraiment. Mais merci de le rappeler. C'est pas des personnes très intéressantes à mon avis, parce qu'on a tous au moins des névroses, quoi, je pense. Sinon on s'ennuierait. C'est clair. Mais les psychoses, là, il y a vraiment la grande différence, c'est le contact avec la réalité. Et donc, ce qui se passe avec la crise sanitaire, je pense que pour certaines personnes, j'ai pu le voir avec des parents de certains de mes patients, ça peut être difficile en effet de se raccrocher à la réalité. Là, tout d'un coup, est-ce qu'elle ressemble à de la fiction en fait? Mais oui, plein de gens ont pu se dire, même en étant complètement normal, entre guillemets normal, se dire, mais mince, ça a dépassé toutes nos attentes. On dirait un film, voilà, on dirait un film, machin. Et sauf que quand on est vraiment nous ça va, mais je veux dire quand vraiment le contact avec la réalité est si ténu, c'est pas forcément évident de. Sur le chat, on avait Rin Momo qui nous demandait que tu reparles de la catatonie parce qu'elle avait mal compris. Je te propose à Rin Momo de réécouter le podcast peut-être. Ça nous fera une écoute en plus. Merci d'avance. Tu réécoutes et comme ça, et tu nous mets 5 étoiles sur ce moment. Tu comprendras bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à notre invité avant de passer à votre feuilleton? D'où vient ce souffle qu'on entend? Mais c'est l'ordinateur. C'est ce qui nous permet d'avoir le chat. S'il y avait pas le souffle, il n'y aurait pas le chat. Ce serait beaucoup trop triste. On passe à la rubrique au feuilleton. C'est Reaper. Oui. Eh bien c'est parti. Merci beaucoup Marie. Merci Marie. Tu restes là jusqu'à la fin quand même. Tu restes avec nous jusqu'à la fin. Tu vas être obligé d'écouter Reaper. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Tu verras nos névroses en direct. Je vous ferai une analyse après. Une catharsis. Riley, tu veux nous en dire 2 mots pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents peut-être? J'ai perdu ma page, mais je sais que c'est le 4e épisode de notre fiction audio. Et enfin, dans nos personnages, Rupert Giles et ses amis vont rencontrer des vampires. Donc on rappelle que c'est un préquel de Buffy. Ça se passe à la fin des années 70 à Londres. Préquel officiel de Buffy. Giles découvre la magie.
Et donc il y a des vampires et on fait d'ailleurs un gros bisou à Guillaume, Jordi et Valkan qui ont fait des voix dans cet épisode. Merci à vous les gars. Et ça dure 3h30 à peu près. Ça dure 5 minutes. C'est parti. 5 minutes. Okay. Tout de suite, l'épisode de Reaper, l'épisode 4. Reaper. Reaper. Épisode 4. Big Book Club contre les vampires. Attends Ethan, tu fais quoi là? Bah, c'était pour faire une petite intro musicale à la réunion. Tu sais, pour... Non mais range ta flûte. On pourrait pas plutôt se dépêcher, j'ai très froid. Je l'avais dit que c'était une mauvaise idée d'aller dans un cimetière. Ah bah oui, forcément, parce qu'avec Monsieur Jace, à chaque fois que je propose quelque chose d'un peu sympa, là, c'est forcément une mauvaise idée. Tes idées sont quand même souvent extrêmement stupides, Philippe. J'y peux rien. Oh les gars, on y va là ou quoi? Les bougies, elles vont pas tenir 1000 ans. Et moi aussi, j'ai froid donc... Ok, très bien, super. C'est donc dans cette superbe ambiance de merde que je déclare la première réunion du Big Book Society ouverte. Ah non, c'est club. On avait dit Big Book Club. Ouais, mais club, ça fait un peu gonzesse, non, vous trouvez pas? C'est si important que ça, le nom? Moi j'aime bien qu'on soit un club. Oui, enfin, pardon chérie, mais voilà, c'est la preuve quoi. Club, c'est un truc de gonzesse. Ah bah sympa, Philou. Non mais tu comprends, parce qu'en tant que chef, c'est quand même à moi... Quoi? Chef de quoi? Chut, taisez-vous, il y a du bruit là-bas. Éteins les bouches derrière toi. Oh là là, mais les flippecs là, on se calme un peu, mais c'est un chat ou un oiseau, on s'en fout. Alors si c'est un chat, il est très très gros. Ça vient de là-bas. Oui, bah ouais, vous voyez, c'est juste un mec qui fait son jogging, aucun problème. Son jogging? À 2h du mat, dans un cimetière. Il y a d'autres joggers là qui ont l'air de le poursuivre. On fait quoi? Bah regarde, le mec arrive, on va lui demander. Pardon monsieur, on peut savoir... Hey, restez pas là! Ils vont vous bouffer! Follow me! Hein? Il a dit quoi? Vite, on dégage! Vous avez vu leurs tronches? Et leurs dents là, ils ont des dents super longues! On dirait des vampires! Ne laissez pas vous rattraper! Oui, c'est ça! C'est des fucking suceurs de sang! Il y a une crypte là-bas où on pourra se planquer! Vous avez entendu les autres? On va vers la crypte là-bas. Dwayne Robinson, nice to meet you! Rupert Giles, Attention la branche! C'est ici, venez tous! Quick! Go fuck yourself, fucking vampire fucker! Merci monsieur. Heureusement que vous nous avez prévenus. Sans vous... Mais dites-moi, c'est souvent vous faites des jogging comme ça avec des vampires? Normalement, j'essaie surtout de les réduire en poussière. Mais ce groupe est très malin. Very clever! Ils m'ont pris par surprise! Donc on fait quoi? On attend que le jour se lève? Si c'est des vampires et ils ne vivent que la nuit, c'est ça? Non? Le concept? C'est ça, enfin je crois. Mais je suis pas sûr que la porte tiendra aussi longtemps. Est-ce que vous allez pouvoir nous aider, monsieur? Vous savez comment on se débarrasse de ces choses? Pour tuer des suceurs, c'est pieds en bois ou flèches dans le cœur. Feu et décapitation! Pour les éloigner, c'est aubaine et croix et aïe. Mais ça marche jamais bien longtemps. C'est vide ici, y a rien. Et oui, pardon, s'il vous plaît, monsieur Dwayne, les arcs là comme le vôtre, vous en avez d'autres? Par exemple pour nous. Désolé jeune homme, je suis équipé juste pour moi. J'ai jamais aimé le travail en équipe. Quand cette porte s'ouvrira, ce sera chacun pour soi. That's life, bro. Monsieur Robinson, faites quand même attention, vous êtes très près de la porte qui est en train de... Merci petit, mais t'inquiète. Je risque rien ici, tu sais. Ça fait plusieurs années maintenant que je traque ce sale bête. J'ai appris à les sentir, à anticiper les mouvements. Elles n'ont maintenant plus aucun secret pour... Oh! Attention, il a passé les bras. Il faut bloquer la porte. Ils ont réussi à la tordre. Mais quoi, comment? Y a pas d'autre sortie? Là, la grosse stèle. Aidez-moi à la soulever, on va barricader la porte avec. Oh, monsieur Robinson! On fait quoi, Rupert? On fait quoi? Je sais pas. Il est foutu. Allez, on bouge la stèle.
on lui avait dit de pas s'approcher de la porte. C'est quoi ce chasseur de vampires? Ah, moi je veux pas finir comme lui. Philippe, donne-moi le livre magique. Il y a une formule pour se téléporter. Moi je reste pas ici. Hein. Non, chérie, calme-toi, je sais pas. Tout le monde se calme. Notre seule chance de sortir vivant d'ici, c'est effectivement le livre. Et on l'utilise ensemble, comme prévu. Voilà! Le Big Book Club en action! Ouais, Ethan, n'en rajoute pas par contre, hein, s'il te plaît. Celui-là est vide. J'ai encore soif, il nous faut les autres. Nelson et Fernando sont en train de passer par les souterrains. On va les choper, ces gamins. Moi. Tu entends? Leurs hurlements de terreur me remplissent d'une joie incommensurable. Pardon, j'ai l'impression que c'est Nelson qui hurle là. Quoi? Si, c'est lui ça. Et celui d'avant, je crois bien que c'était Fernando. Mais c'est quoi ça? C'est impossible, ils ont disparu depuis. C'est bien la première fois qu'une de tes idées nous sauve la vie, Philippe. Ouais, mais c'est grâce à l'idée de lance-flamme là de Ethan, hein, tout à l'heure. Parce que sinon j'aurais jamais pensé à un dragon. Hein, et le collier de Miss Page. N'oublions pas que sans cette pierre mystique, on ne pouvait pas faire la formule. Mais carrément, mais on a une chatte. Je suis désolé pour ton collier, Page. C'était un truc de famille, tu disais. Ah, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on se soit sortis tous les 4. Oui, c'est bien. Oui. Ouais, c'est vrai. Non, puis surtout quel panard, quoi, sans déconner. Cette formule, c'était waouh. Vous avez pas sorti une espèce de souffle là incroyable quand on l'a fait. Enfin, c'était. Ah oui, c'était. Waouh. Tellement intense, quoi. Mais oui, mais c'était tellement dingue. Ça m'a rappelé, chérie, tu sais, quand on fait la position là, tu sais, où tu mets ton... bah ça va, on a compris. Bon, la magie c'est très puissant. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec précaution. Et tous ensemble. Oui, les rabat-joie. Oui, on a compris. Oui. D'ailleurs, pour le dragon, du coup. Comment on fait? Oui, Phil, tu as lu un truc dans le bouquin? Il disparaît au bout de combien de temps? Quoi? Pardon? C'est quelques minutes, non? Oui. Alors, là, vous me mettez un petit peu le doute, là. Parce que je suis pas sûr que l'animal disparaisse vraiment, en fait. De quoi? Cette première réunion de club est-elle totalement une réussite? La détention d'un dragon domestique est-elle permise par les autorités londoniennes? Dwayne Robinson est-il un bon chasseur de vampires qui n'a pas eu de chance? Ou juste un branleur? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de Ripper. Et oui, super épisode encore une fois. Bravo, messieurs. En toute objectivité. Bravo. Ça joue bien, un gros niveau d'acting. Ouais. Ça décoiffe. On était à Londres dans les années 70. On y était. Alors les prochains, on me dit à l'oreillette que les prochains seront enregistrés en live. Et pas à distance. Oui, ça peut être mieux pour le son, peut-être. C'est trop compliqué. Non, mais on nous le dit dans l'oreille, t'as pas le choix, c'est comme ça. À distance. On vient de nous le dire là. IRL quoi. IRL. Mais gros bisous à Lorraine aussi qui joue Page. Et donc oui, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, on essaye de faire participer à cette incroyable fiction des amis du podcast. Donc dans le rôle de Dwayne Robinson, c'était Guillaume qui était venu dans le podcast, qui avait été notre premier invité. Non, épisode 11 ou 13 peut-être, je ne sais plus. Enfin, un des premiers épisodes, on s'en fout, mais voilà. Il y a déjà plus de 40 numéros. Voilà. Gros bisous à lui et à tous ceux qui participent évidemment. Et gros bisous à vous qui avez écouté jusqu'au bout. À cette fiction. Est-ce qu'on a une rubrique de Clément aujourd'hui, mon petit Clément? Oui, un petit. Ah, il y a une rubrique de Clément. Il a sa propre rubrique. Parce que j'ai le jingle. Attention, c'est parti pour la rubrique de Clément. Ouh là là. Hi, I'm Clement. We met once before. Yes, we did. D'accord. Super. Fantastique jingle. Je pense que le jingle est aussi bon que la rubrique. Alors nous t'écoutons Clément. Oui, la rubrique de Clément, également appelée La prochaine sera plus drôle. Hein, je vous rappelle. Non voilà, c'est une sorte de billet d'humeur, hein, voilà, comme on fait sur France Inter. C'est le Guillaume Muris.
Bah oui, un petit peu, j'assume le parallèle avec Guillaume Meurice. Voilà, je voulais vous dire que je vais plutôt bien en ce moment. Hein, le climat est favorable, voilà, la relance économique est imminente, bref, tout va bien. Et surtout que bon, là je sors de l'hôpital et ils m'ont dit bon, monsieur Clément, vous allez mieux, c'est vrai, hein, il y a une nette amélioration, mais quand même, restez éloigné de la gazinière et arrêtez de faire des nœuds coulants en écoutant Portiched. J'ai pas compris pourquoi ce conseil, mais en tout cas voilà, ça va mieux quoi. Il y a plein de trucs que j'ai arrêté de faire. Par exemple, j'ai arrêté de donner un nom à mes chaussettes, par exemple. J'ai arrêté de lécher la barre du métro à chaque fois que je rentre dedans. J'ai accepté que l'ascension de Skywalker. Et je arrête de pleurer quand je suis en voiture et que le feu passe au rouge. Voilà, ça déjà c'est quand même un sacré effort. Et j'ai surtout essayé d'arrêter de faire rire deux trous du cul qui sont jamais contents, à part quand on parle de Buffy, de Supernatural et qui ont un micro devant eux maintenant. Voilà, la prochaine sera plus drôle. C'était Clément. Très très bon. Merci Clément, c'est bien. C'était ça. ta meilleure rubrique de Clément. Mais la prochaine sera plus drôle. Sera encore mieux, la prochaine sera plus drôle, hein, normalement. Normalement, a priori. C'est ça qui est génial avec ce concept, c'est que ça ne fait que s'améliorer. Du coup, les premières étaient vraiment nulles. Oh non, on peut pas dire ça. Allez, sans plus attendre, la rubrique. Dernière rubrique, c'est parti. La rubrique que vous adorez. Les 6 thèmes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Et oui. Gros succès de ta rubrique sur le chat en tout cas. Le monde, vivement la prochaine. C'est ce que je vois, ouais. Vivement la prochaine. Moi, pour les 6 thèmes Buffy, tu vas aimer ça. Je voulais vous parler, donc comme je l'ai dit en début de conclusion, du livre La nuit, je suis Buffy Summers, donc de Chloé Delhomme. C'est un livre dont vous êtes le héros. Vous vous rappelez de ces livres c'était très bien qu'on lisait quand on était jeune et moins jeune parce que c'est génial. Où donc il se passe des événements et à la fin d'un chapitre on te propose plusieurs voies à suivre et en fonction de ce que donc tu choisis toi lecteur, spectateur, tu t'investis dans la fiction en choisissant vers où tu veux aller et on t'envoie vers différentes pages en fonction de tes choix. C'est toi qui fais avancer l'histoire. Et donc Chloé Delhomme a eu l'excellente idée de faire un livre dont vous êtes le héros avec Buffy. Donc le point de départ de ce bouquin, c'est l'hôpital psychiatrique. On est un personnage, on est enfermé avec Buffy. Avec Buffy. C'est assez intéressant que ce soit Chloé Delhomme qui fasse ça, parce que déjà c'est une fan, donc c'est une autrice qui a fait plusieurs livres déjà. Et dans tous ses livres, pratiquement tous ses livres, alors je les ai pas tous lus, mais dans tous ceux que j'ai lus, il y a une référence à Buffy. On voit que Chloé Delhomme est fan déjà de la série, donc c'est pas étonnant qu'elle s'intéresse, qu'elle en fasse un livre. D'ailleurs, livre qui a déjà quelques années, hein. Là j'en parle parce qu'il a été réédité cet été, mais il a déjà 5, 6, 8 ans, enfin il a quelques années ce livre. Surtout que Chloé Delhomme, c'est une autrice qui s'intéresse beaucoup à la frontière entre réalité et fiction. En gros, ce dont on a parlé là depuis 2 heures. Elle s'interroge sur la manière de mettre la réalité dans la fiction. Par exemple, quand elle fait de l'autofiction, elle fait partie de ce courant littéraire de parler beaucoup de soi, mais en faisant de la fiction quand même. Et là, avec cet ouvrage, elle part de la fiction et à l'inverse, elle va, on rejoint cette frontière entre les deux. Elle va intégrer son propre personnage de Chloé Delhomme dans un univers de fiction. Et elle répète en permanence: je suis Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction. Ça, c'est un truc qu'elle répète tout le temps. Et donc voilà, ce n'est pas anodin que ce soit cette autrice-là qui s'intéresse à Buffy et qui parte de cet épisode-là pour en tirer une œuvre qui met le lecteur en position d'intégrer la fiction. Donc c'est tout l'intérêt de ce livre. Vous intégrez une fiction de Buffy. C'est une fiction interactive. C'est ça. Rappelez-vous le film Last Action Hero, par exemple. Je l'ai revu hier soir. C'est un extraordinaire film où le petit Danny Madigan, je m'appelle Danny Madigan, pénètre l'écran du cinéma et se retrouve dans un film avec sa star préférée, Sylvester Arnold Schwarzenegger. Ça sera coupé au montage. Ce sera coupé au montage. Parce que c'était dégueu. Comme toi, il confond. Donc ce livre est fascinant. Alors après, si on en vient un peu dans les détails, si on veut chipoter, on peut dire que c'est pas le meilleur livre dont vous êtes le héros de l'histoire. Disons-le. C'est voilà, en fait, c'est un peu pour en avoir lu beaucoup. Vous l'avez lu aussi, et pour avoir lu beaucoup de livres dont vous êtes le héros.
C'est pas un livre sur le game design et sur la fiction interactive. C'est assez léger et plus gadget. Le but c'est vraiment que chacun puisse se raconter sa propre histoire dans cet univers qu'elle présente. Mais ça se présente comme un livre-jeu, c'est plus un roman à multiples... Presque un essai en fait. Ouais, c'est un essai sur ce qu'est la fiction. Avec cette côté livre dans un héros interactif qui est un peu gadget à mon goût. Mais c'est très très intéressant à lire. Oui, parce que je dis c'est presque un essai parce qu'il y a des phrases qui peuvent nous marquer. Par exemple, page 51, elle nous dit personnage de fiction, c'est la mémoire des hommes c'est la mémoire des hommes qui nous maintient en vie au-delà de nos aventures gravées dans un airain dont les supports varient. Donc là, nous parle de ce qu'est un personnage de fiction. C'est le personnage de fiction n'existe qu'à travers ses spectateurs et donc on peut y voir beaucoup de choses. Là, enfin, on est 20 ans après la diffusion de la série en train de parler de quelque chose qui n'existe plus, mais qui existe encore parce qu'on en parle, parce qu'on est encore spectateur de Buffy. Ce livre aussi parle de tout ce qui est la fiction, pourquoi on s'investit tant dans les fictions. C'est très bien justement qu'elle choisisse ce support du livre interactif, puisque chaque personne va se raconter sa propre fiction et va le relire de façon différente à chaque fois. Du coup, mais il va n'exister que au moment de cette lecture, quoi, qui sera unique pour chacun comme dans l'histoire chacun des lecteurs. Donc c'est un livre qu'on peut conseiller, mais voilà, avec cette dur à trouver apparemment. A priori, ouais, c'est ce qu'ils disent. Bah non, il a été réédité cet été. Mais moi je me le suis pris aussi, et c'était il y a non, 6 mois. Passé directement parce que l'édition originale effectivement sur le site de l'éditeur. Voilà, l'édition originale, oui, c'est important de le préciser, est pratiquement introuvable, c'est galère, mais ça a été réédité cet été par les éditions Jou. J-O-U et ça coûte 13€, et moi je suis passé donc directement par le site de l'éditeur, donc l'éditeur Jou, et c'était dans ma boîte aux lettres quelques jours après. Non, je pense que c'est assez facilement, enfin cette nouvelle édition, en tout cas j'espère qu'elle est a priori sur la Fnac aussi, on nous dit dans le chat. Sur la Fnac, c'est des gros capitalistes, c'est des cons. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre, donc qui peut être conseillé si vous êtes fan de Buffy et vous vous intéressez à l'œuvre, soit à l'œuvre de Chloé Delhomme, soit à cette thématique de la fiction, de la réalité, machin. Si vous voulez juste lire un bon livre dont vous êtes le héros, c'est pas forcément vers ça que vous devez vous tourner. Voilà. Mon petit Wiley, vous aviez un système, tu as vu ça événement, figurez-vous que la nouvelle série de Joss Whedon est sortie il y a pas longtemps. Tu l'as vu, Marie? The Nevers. J'ai pas vu, mais je sais que ça existe. Qui est donc diffusée sur HBO et OCS en France. Et donc deux épisodes ont été diffusés, le 3e sort demain. Et on va juste parler du premier, parce que perso j'ai vu que le premier pour l'instant. De quoi ça parle, The Nevers? C'est à la fin du 19e siècle à Londres. Des femmes et quelques hommes qui se retrouvent dotés de pouvoirs surnaturels. Et on suit en particulier Amelia True, qui dirige un orphelinat dans lequel elle recueille ses touch, comme ils appellent. Donc c'est ces personnes qui ont été touchées un jour qu'on va revoir à la fin de l'épisode. C'est complètement le professeur Xavier. C'est totalement. Alors je pense que Whedon, en plus lui-même, Whedon a écrit des comics X-Men, donc peut-être qu'il se revendique forcément de ça, mais c'est les X-Women plus particulièrement. C'est X-Men à l'époque victorienne, quoi. C'est exactement, ouais, et surtout qu'il y a aussi donc il y a certains touch donc qui rejoignent Amelia, et d'autres qui ont aussi des pouvoirs mais qui se considèrent comme du coup supérieurs à de simples mortels maintenant, et qui du coup sont des méchants dotés de pouvoirs. Et très intéressant puisqu'on voit clairement que c'est Joss Whedon qui fait la série. Ouais, on le sent. On sent à fond, quoi. Il y a plein de références. Les actrices ont été harcelées, c'est ça? Bonne vanne, Sartman. Ouais. Pas encore. Ils rebondissent sur l'actu. Dans 20 ans, on le saura, je pense. Bah évidemment. C'est ça. 20 ans après. Donc ouais, on retrouve toutes les obsessions de Joss Whedon, tous ses tics dans les thématiques avec l'empowerment féminin, dans les dialogues avec le jeu sur le langage. C'est aussi assez drôle. Il y a une galerie de personnages féminins super forts, masculins plutôt, c'est toi qui le disais, je crois, caricatural, certains. C'est vrai que les personnages masculins, pour l'instant, là où dans le premier épisode, j'ai trouvé les personnages féminins beaucoup plus développés et plus intéressants que les personnages masculins pour l'instant. Et plein de scènes d'action, des moments poétiques, notamment à la fin de l'épisode où on va voir un peu l'événement qui a amené à ce que tous ces personnes aient des pouvoirs. Cette scène est bien. C'est une super scène, il n'y a pas de dialogue, il y a une musique assez géniale, un montage parallèle entre tous ces personnages qu'on vient de découvrir. Et voir à quel moment précis, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment précis. C'est vraiment très très réussi. Il y a même une idée marrante
il y a une personnage qui est très très grande, une adolescente qui est très très grande, et c'est une idée qu'il a déjà eu au fait dans le comics Buffy. Oui, avec Dawn. Ou Dawn qui est très très grande. Bah là c'est exactement pareil. Voilà, une reconstitution historique qui fonctionne bien, même s'il y a 2-3 fonds verts pas ouf dans le et que ça, et que du. Enfin, moi je suis pas fan. Il y a beaucoup de fonds verts, il y a pas mal de studios quand même, je pense. Ah, mais c'est assez rythmé, c'est bien reconstitué, ça vaut le coup. Il y a aussi évidemment ce groupe d'hommes blancs qui dirigent et qui sont un peu des cons, genre on n'y croit pas, ces filles qui ont des pouvoirs, qu'est-ce qu'elles vont faire, machin. Ah, bien sûr. C'est que des femmes, tout ce genre de discours évidemment qui joue qui n'est plus sur d'actualité l'époque. aujourd'hui. Non mais justement qui est là pour dénoncer, donc ça fonctionne plutôt bien, même si c'est pas encore moi j'ai pas trouvé ça époustouflant encore, hein, c'est pas non plus ça m'a fait penser, ça n'a rien à voir Dollhouse, mais les débuts de Dollhouse, je sais pas si vous vous rappelez, qui étaient fin des années 2010, fin des années 2000. Les débuts sont un peu compliqués, ça se cherche un peu. Là, les personnages sont bien mieux campés, on a tout de suite l'univers, effectivement, et si ça évolue dans le bon sens, ça peut être pas mal. Malheureusement, Joss Whedon n'a fait que 6 épisodes et il est parti. Voilà. Oui. Il y a Jane Spencer et Doug Petrie qui ont travaillé sur Buffy, qui sont des collaborateurs fidèles de Joss Whedon. Et Jane Spencer signe le scénariste du 2e épisode. Ouais, et puis ils sont clairement scénaristes, nul doute qu'ils vont reprendre un peu quand même le flambeau de Joss, au moins sur les thématiques. Et en même temps, on est rassuré, elle est bonne scénariste. Oui, et puis Doug Petrie qui s'était occupé de Firefly aussi. Après, c'est aucun des deux qui a repris le showrunnage, c'est une personne. Nouvelle. Enfin, une nouvelle, je sais pas d'ailleurs, mais je la connaissais pas avant. Oui, moi aussi j'ai vu, donc moi j'ai vu les 2 premiers épisodes. Je suis un peu sur la réserve. Il y a plein de qualités, plein de trucs, ça va. Mais voilà, j'attends de voir. C'est prometteur quoi. Oui, ça se trouve dans 3 épisodes, je serai comme un ouf à dire c'est trop bien. Là pour l'instant, je trouve que parfois je m'ennuie un peu, mais c'est. Oui, on a envie. Il y a quand même des qualités. Ce personnage de Amélia, Trou, génial. J'adore. L'héroïne est super. Ouais. Mais l'actrice et le personnage est extraordinaire. En 3 plans, on est fan de ce personnage. Il y a son acolyte qui crée des choses. Enfin, c'est une geek quoi. C'est une geek du. Ça c'est son assistante. Enfin entre guillemets assistante parce qu'elle peut voir le futur. Elle a des flashs du futur. Et puis surtout elle bastonne quoi. Et en plus elle bastonne. Non mais voilà, il y a des personnages extraordinaires que j'ai envie de voir. Après je suis un peu sur la réserve sur la série en elle-même, mais rien que pour ces personnages, pour certaines scènes de dialogue, parce que Joss Whedon toute une séquence à l'opéra dans le premier épisode qui est très cool. C'est un dialoguiste de génie. Mais oui, voilà. Ouais. On va évidemment continuer à regarder cette série. On n'est pas comme des oufs encore, mais on va regarder. Ça va venir, peut-être. C'est en 10 ? C'est en 10 épisodes ? Il y en a 8 ou 10, je crois. 8 peut-être. Okay. Je sais pas. On va voir. Voilà, on va suivre ça. Clément, alors vous aviez un système Buffy ? Oui, en rapport en rapport avec l'épisode. Voilà, c'est quelque chose qui commençait à être assez vieux, mais je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu et je trouvais ça très raccord avec l'épisode en question. Donc c'est un épisode d'Animatrix, pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est la saga Matrix. C'est l'univers étendu de la saga Matrix dans des épisodes animés, chaque fois par un style graphique différent. On passe de la 3D à un style plus crayon, BD. Enfin, chaque épisode a un style visuel graphique très très marqué. Bref, c'est absolument génial. J'ai découvert plein de trucs à partir d'Animatrix et en plus ça développe l'univers de Matrix. Et donc l'épisode en question, c'est Kid Story. Voilà, en gros, ça nous raconte l'histoire d'un jeune lycéen qui est, comment dire, un peu omnibulé par un monde imaginaire, enfin qui semble imaginaire, et évidemment le système en place, donc ses professeurs, ses parents et donc les agents, enfin qui représentent la réalité finalement, l'accusent de vivre dans un monde fantasmagorique et d'être déconnecté littéralement de la réalité. Voilà, donc en soi c'est pas oufissime, mais je trouvais un rapport évident avec l'épisode d'aujourd'hui. Et surtout si vous n'avez pas vu Animatrix, c'est peut-être l'occasion. Ok, bah super. On nous précise le nom de l'actrice de The Nevers, c'est Laura Donnelly. Bah gros bisous à Laura qui est incroyable et voilà. Gros bisous. Donc, on veut la voir, continuer à la voir dans The Nevers, à fond les ballons. On a fait le tour, on a tout dit, je crois qu'on a été incroyable. Super épisode 50. Super podcast. Numéro 50.
On est au top. Merci Marie. Merci beaucoup Merci à vous. Marie d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir bravé le Covid pour venir nous voir. Même pas peur. Et merci les gens du chat. Merci au chat. Merci le chat d'avoir été là. Vous avez été Merci incroyable comme d'habitude. Donc comme vous connaissez prochain numéro dans 6 mois évidemment. non avant l'été quand même. Prochain numéro le déconfinement le plus vite possible. On fait de notre mieux pour rythmé par les confinements et déconfinements. C'est ça. C'est Macron qui est le chef du podcast. Il nous dit Castex tout ça. Ils nous disent par nos vies autorisées ou non. Chaque jeudi soir. Voilà, en fonction de plein de trucs. Mais oui, si on pouvait ne faire que ça, faire que des podcasts Buffy, on enchaînerait. Jeudi prochain, Castex va annoncer d'ailleurs le prochain épisode de Pourquoi Buffy c'est génial. Donc regardez bien sur BFM TV. Regardez de la saison 7. Sans spoiler. Voilà, c'est son bonus. Donc on vous embrasse tous. Merci à vous tous. Et on vous dit à très bientôt. Gros bisous. Bisous. Tchuss. Salut. Ciao.